On a un show plus tard, puis on est Canadiens, tout ça. Dès qu'il a vu ça, tchou. Puis là, j'ai fait, tu sais quoi? Le moment où je ne sors pas mon passeport, je reste un noir que tu es capable de pouvoir associer à... Mais dès que je sors le passeport, qui est un passeport qui est fort au niveau, sur la scène internationale, soudainement, j'ai comme ce privilège-là que je suis plus seulement un noir. Puis c'est comme si je suis arrivé à la conclusion que je suis comme, tu sais, mon origine est sur ma peau, ma nationalité est dans ma poche. Bonjour à tous, un petit mot pour remercier ceux qui nous appuient financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, que nous allons pouvoir continuer de vous offrir du contenu vraiment intéressant et même continuer de vous surprendre. Ceux qui nous suivent comme ça et qui voudraient en savoir plus, qui voudraient accéder aux épisodes également d'avance, sans publicité, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Vous pouvez descendre comme ça le curseur sur YouTube, vous allez voir l'option rejoindre, se joindre, eh bien, vous allez voir que pour une somme modique, vous allez accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité, et également du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, on est sur Patreon également, le lien est dans la description. Merci, à bientôt. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, je reçois, en tout cas, c'est une opinion très personnelle, mais une légende du monde du podcast. Salut, Kéké. Salut. Ça te va, ça, légende? Est-ce que c'est correct? Écoute, si c'est comme ça tu vois ça... je t'avais dit, mets ta plus belle chaîne, t'es la légende aujourd'hui. Bon, ça s'est pas passé exactement comme ça. Je suis content que tu viennes. Merci de l'invitation déjà à la base. Parce que, je t'explique un peu. Moi, ce podcast-là, il existe depuis quelques mois. OK. Mais Rap Politique, moi, c'est un truc que j'écoute depuis des années. J'écoute ça pour toutes sortes de raisons. Ça me détend, ça me fait rire, puis aussi, puis ça, c'est vraiment un hommage que je veux d'abord te rendre à toi puis à ton compagnon Cyrano. Faire réussir des entrevues, là, souvent, c'est un don. Ça ne s'apprend pas forcément à l'école, puis vous êtes vraiment des excellents intervieweurs. Puis pour des gens qui vont à l'école puis qui étudient là-dedans, des fois, il faut aller puiser ailleurs quelques enseignements. Il faut regarder des gens qui ont ça dans le naturel, puis on apprend des choses. Moi, je regarde beaucoup de vos longues entrevues. Des fois, les questions, elles partent de, je sais pas de où exactement. C'est Cyrano qui demande aux gens s'ils savent nager. Ouais, alors que je pense que c'est le don. Je pense que c'est le oui qui déclic des questions des fois. Là, c'est vraiment, là, on parle de, oui, la DPJ. OK, mais toi, est-ce que tu as des pantalons de neige? Mais c'est bon, ça. Mais ça me fait rire. Jusqu'à présent, ça me fait rire. Fait que c'est pour ça que c'est une bonne combinaison que j'ai avec Cyrano parce que moi, je suis vraiment à droite, lui est vraiment à gauche. Puis c'est un peu comme ça qu'on a commencé le podcast parce que j'habitais sur la même rue que lui, en plus. Puis moi, quand j'allais comme au IGA, lui, il était là, il était en train de tourner sa pelouse. Puis là, on avait des débats. Puis je suis comme, mais comment il pense, ce gars-là, sur Facebook? On avait toujours des débats. Puis quand on a parti le podcast, c'était comme le meilleur combo parce qu'on savait qu'on n'allait pas s'entendre sur plein de points, mais c'est ça qui fait en sorte qu'on est complémentaires. T'sais. Quand tu dis droite-gauche, ça n'a pas rapport avec les idées politiques. Non, c'est vraiment... lui, vraiment, il va dire un truc, puis je suis comme, d'où il sort avec ça? Puis moi, je vais dire quelque chose, il dit, t'as pas rapport. Fait que c'est ça qui fait en sorte que, malgré que, quelqu'un va aimer le podcast, mais il y en a qui vont vraiment préférer les takes à Cyrano, d'autres vont vraiment aimer mes takes, puis il n'y a pas de jalousie de compétition. Tu peux aimer Cyrano, mais fait la journée, on travaille ensemble, c'est ça le but. Puis non, mais c'est une question d'énergie aussi, si vous apportez 2 énergies complètement différentes. Puis moi, je me disais, quand je vais partir mon podcast, il faudrait que je trouve un moyen de réussir une connexion avec Kéké ou avec Cyrano à un moment donné. Et là, il s'est imposé quelque chose dans l'actualité d'un petit peu imprévu. Je raconte l'histoire aux gens qui n'ont pas suivi ça. Juin 2025, c'est la finale de la NBA. Et il y a 2 joueurs québécois, puis là, on va en parler de s'ils sont québécois ou pas, qui se ramassent en finale l'un contre l'autre. 2 gars de Montréal, d'origine haïtienne. Ouais. Et moi, je vois passer un truc, c'est un gars dont le pseudonyme est Mastafinger. En fait, c'est son nom de DJ. DJ Mastafinger. Sur TikTok. Et le gars est en colère, vraiment en colère, contre le fait que, pour lui, les médias québécois traditionnels ont récupéré le succès de 2 sportifs parce que ça faisait leur affaire. C'est-à-dire que c'est des gars d'origine haïtienne qui ont du succès, qui sont en finale de la NBA. Et parce que c'est impressionnant, là, on va dire que ce sont des Québécois. Et là, selon lui, quand ce sont plutôt des Québécois d'origine haïtienne qui se ramassent en prison dans des affaires de drogue, de prostitution, là, c'est des Québécois d'origine haïtienne. Alors que cette fois-ci, c'était juste des Québécois. Et là, c'est un cri du cœur qu'il lance vraiment.
Et là, moi, ça m'interpelle parce que je suis pas d'accord du tout avec lui. Moi, j'ai déjà entendu dire, par exemple... ah oui, parce qu'il ajoute également, il faut le dire, que, en fait, pour Lugansdor, lui, il n'est pas québécois. Lui, il n'aurait jamais dit ça qu'il était québécois. Lui, pour lui, il est haïtien, il est canadien. Et pour Mastafinga, c'est comme une double faute. Parce que d'une part, on se réjouit parce que c'est un succès, et d'autre part, on lui attribue une identité que lui ne revendique pas. Puis moi, je me rappelais de Lugans qui avait dit qu'il était québécois, puis on va revenir là-dessus aussi tantôt. Fait que, enfin, je m'en vais à Cube, je me choque. Bon, je pense que je dépasse un peu la ligne parce que je suis en tabarnak, puis je dis, bon, de ce gars-là c'est une émission d'opinion. Tu dis qu'est-ce que t'as... Non, mais moi, je te dis, moi, je pense que j'ai T'as pas dépassé... été insultant non plus, t'as dit ton point de vue. Juste quand t'avais dit peut-être qu'il est très à propos de sa vie ou quelque chose comme ça. C'est ça que je pense que j'aurais pas dû dire. Mais bon, regarde. Moi, j'ai invité ce gars-là parce qu'une semaine plus tard, j'animais. J'ai demandé à mon recherchiste de l'appeler. Il a refusé. Et ensuite, je l'ai vu apparaître à ton podcast, KK Uncensored. Ouais. Et là, il disait, bah, moi, tu sais, je vais pas aller là-bas quand même. Tout ça. Puis là, je me disais, mais hey, tu recules, mon gars, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de coup, t'as pas à être fier d'avoir rejeté une invitation. Tu sais, tu peux pas te vanter de ça. Et là, je me suis dit, bon, lui, on va laisser faire, là. Mais toi, je voulais qu'on parle de ça. Parce que toi, souvent, et tu fais ça depuis longtemps, tu poses la question à des gens. Tu poses, est-ce que tu es québécois? C'est quoi être québécois? Parce que je pense que c'est un vrai truc qui existe comme discussion, tard dans la nuit ou peu importe, tôt le matin au travail, entre gens issus de l'immigration. C'est quoi être québécois? Est-ce que tu es québécois? Puis je trouvais que tu étais parlable. Donc, on va en parler de ça. Parlable. Ben, écoute, au moins, tu as accepté l'invitation tout de suite. Chapeau, là. Tu n'as pas dit de quoi on va parler. Qu'est-ce que tu as pensé de toute cette histoire-là de Lugansdor? En plus, je t'ai vu en photo avec lui quelques semaines plus tard. Exactement. En fait, c'est pour ça que ça m'a envoyé aussi l'article de Alexandre Victor. Lui, il a créé sa ligue de basket Dynasty. Puis, il fait beaucoup de travail de terrain. Puis, ils ont reçu une proposition pour déménager aux États-Unis. Je pense en Arizona, j'essaie de voir. Puis, j'avais fait une conversation avec lui. Puis, lui, en fait, c'est qu'il a essayé de pouvoir chercher du financement au Québec. Puis, c'était extrêmement difficile. Il a dit, ceux qui ont vraiment donné de l'argent, je pense qu'il y avait eu 250 000 de Face Coalition. Au fédéral, il avait reçu un 800 000 d'un investisseur africain. Il avait reçu de l'argent en Ontario puis aux États-Unis. Puis il disait que, regarde, on est là, on a beaucoup de talent, puis l'intérêt est à l'extérieur. Puis à partir de cette conversation-là, c'est comme on a dit, mais tu sais, c'est wack, dans le sens que tu fais le travail pour qu'on ait des prochaines superstars. Puis Québec t'a laissé. Il a vraiment cité toutes les compagnies qui étaient voir pour ce projet, puis c'est vraiment comme, il n'y a pas eu de support. Fait que, tu sais, comme, c'était genre ironique qu'après, quand il y a vraiment, genre, le succès de Lugans, puis nous, on regarde ça, on est comme, ben, tu peux pas nécessairement, genre, comme, célébrer une personne qui a réussi avec son gabarit, les camps d'entraînement aux États-Unis, puis que lui a pu s'en sortir, mais combien de Lugans qu'on a manqué, on ne supportait pas Alexandre Victor, que lui-même est une personne qu'il faut supporter, puis que maintenant, on célèbre, il est dans tous les médias, il a toutes les affaires et tout, il est invité partout, puis on est comme, mais c'est pas Lugans qu'il faut supporter. Ce gars comme Alexandre Victor, c'est des personnes qui sont comme des coachs, des personnes qui sont comme des mentors là-dessus. Fait que c'est comme le côté hypocrite de l'écosystème que j'ai trouvé là-dedans, plus que la narrative médiatique. C'est vraiment le fait que, regarde, on est en train de célébrer Lugans parce que oui, non seulement il est à NBA, à gagner, mais il y a vraiment genre comme une saison de fou. Puis dès qu'il est arrivé, il est en train de tuer les stats. Mais est-ce que vraiment, on a fait vraiment le travail qu'on devait faire, genre par rapport au basketball puis l'intérêt qui est là? C'est peut-être le côté plus capitaliste, autre que, bon, le côté montréalais, québécois. Quand tu parles vraiment avec un Haïtien, né ici ou pas né ici, l'identité québécoise, elle est real, tu comprends? Toi, je sais pas d'où t'as grandi, où t'es né, mais est-ce que tu connais le West Island, Pierrefonds? J'ai grandi à NDG. À NDG, OK. So, toi, tu viens de Pierrefonds, non? Là, j'habite à Pierrefonds, ça fait super longtemps. Puis moi, j'ai toujours dit, quand tu habites à Pierrefonds, parce que c'est un côté anglais, puis il y a NDG, mais Pierrefonds, on dirait que tu habites en Ontario. Tu sais, quand c'est comme le 22, 23 juin, puis tu penses que tu rentres sur Gouin, là, puis il y a comme un panneau qui dit, les activités. Il skip de la Saint-Jean et te parle du 1er juillet. Fait que c'est que les activités là, de la fête du Canada, là, puis les feux d'artifice, tu les entends pas le 24, là. Tu les entends le 1er. Fait que c'est vraiment très canadien là-bas. Donc, moi, quand il y a plein de Montréal à Montréal, tu sais.
Donc, ceux qui sont dans l'East vont parler de Montréal. Ceux qui sont à Côte-des-Neiges ou NDG vont parler de Montréal. Puis West Island, c'est complètement différent aussi, tu sais. Fait que nous, quand on a grandi, on pouvait pas aller à une fête de Saint-Jean-Baptiste. Puis dans le temps, c'était comme... Il fallait que tu aies à Saint-Eustache ou tu sais, dans des endroits où ils allaient avoir des grands parcs. Nous, il fallait qu'on allait l'autre bord puis il allait avoir un fight. Pourquoi? Parce qu'on était différents. Il y avait beaucoup de skin, mais c'est comme skin en skater. En tout cas, c'est une période transitoire très bizarre. Attends, mais là, on est dans les années 80, des années 90? Quand t'es au fait secondaire? 90, début 2000. Mais encore là, 2000 Toi, à aussi. Montréal, quand t'allais dans des fêtes de Saint-Jean, tu courais le risque de te faire attaquer. Ouais, puis je parle, 2000, là, tu sais. On parle pas de 89, 88, là. Je parle même dans les années 2000, puis c'était comme... S'il n'y avait pas ce côté où on a vraiment eu... Puis je suis né ici, mais le drapeau du Québec, c'était trop vers des personnes qui me faisaient sentir que c'est mon drapeau à moi, puis t'as pas ta place ici. T'as pas ta place dans le parc, puis ça finissait. Le monde, il m'appelait, yo, t'es où, bro, yo, on est dans une fête de César, puis on se bat. Fait que les fêtes de Saint-Jean-Baptiste, je n'ai jamais vraiment participé dans ma vie. C'est vraiment peut-être là, dernièrement, parce que beaucoup d'activités sont en centre-ville, puis tout ça, mais pour moi, l'aspect de dire, je suis québécois, venait avec, non, eux, c'est eux les Québécois, puis je vais garder mon côté, je suis Montréalais. Donc, beaucoup de personnes ont grandi. Je n'ai pas grandi avec Masterfinger, je l'ai connu avec le temps, avec le nightlife, puis tout ça. Mais lui, il a sa version de ça. Puis d'autres personnes aussi, tu vois, ils vont mettre j'en ai des Canadiens, ils vont mettre... mais dès que c'est l'affaire québécoise, on dirait que c'était très dur pour nous. Mais est-ce que c'est chacun son histoire en même temps? Parce qu'il y a un truc qui est fort avec les Noirs. C'est que vous êtes vraiment des gens qui vous tenez serrés. C'est comme les Italiens, comme les Juifs. Vous êtes vraiment la communauté. Puis j'écoute un gars comme Masterfinger me dire les Noirs, là, vous n'êtes pas des Québécois. Là, il décide de ça. Là, tu te dis, mais attends, mais toi, ça a l'air... Moi, c'est ça que je disais quand je disais, même si j'aurais peut-être pas dû dire ça, je connais pas sa vie, quand je disais, ça a l'air d'être chiant ta vie, ça a l'air d'être beaucoup hargneux, là, d'avoir des blessures. Mais moi, j'ai grandi avec plein de Blacks qui se disent Québécois, qui n'ont pas vécu ces affaires-là, qui ont à peu près ton âge. Est-ce que ce que tu me décris, c'est un phénomène qui était généralisé ou c'est un truc qui était quand même... Non, beaucoup de personnes peuvent... circonscrit à certains environnements à Montréal. Ben, c'est sûr que quand tu as parlé d'une certaine époque déjà, les OGs, eux, ils vont tout simplement dire que, regarde, c'est nous, non. T'sais, à partir d'une certaine génération, il y en a qui ont vécu différent, donc c'est sûr qu'à partir de là, il y en a qui vont dire, oui, ce que je dis, c'est vrai. D'autres personnes disent, non, je vois pas ça comme ça. Mais de façon générale, ben, si c'est pas la personne qui se sent comme ça, mais c'est quelqu'un pas loin, tu comprends? Puis là, avec le temps, là, ça s'améliore beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui ont grandi tellement avec des ethnies qu'ils sont comme, je sais pas de quoi tu me parles, là, tu sais. Donc, je pense qu'il y a beaucoup un aspect générationnel aussi là-dedans que tu as parlé avec les 35 and up. Eux, ils vont pouvoir te dire, OK, ouais, c'était real. Après, ceux dans la vingtaine, début trentaine, peut-être qu'ils vont dire, ouais, non, mais moi, j'ai pas vécu tout ça. Puis c'est pour ça que chacun a son histoire, mais c'est une réalité qui était vraiment là. Fait que je comprends d'où Masterfinger il vient. Pour ceux qui le connaissent déjà, il a toujours été cru, il a toujours été comme ça. C'est comme ça qu'il est. C'est pour ça que quand j'ai vu le truc TikTok, je suis comme, mais habituellement, c'est pas un gars de caméra, tout ça. Puis je regarde, mais il sonne comme Masterfinger, mais c'est possible. Puis là, après, je dis, ouais, c'est vraiment lui. Mais c'est comme ça qu'il parle. Mais ouais, mais il était vraiment en colère. Mais tu sais, moi, ce qui m'a le plus dérangé, puis après, on change de sujet, c'est vraiment l'idée que il niait le fait que Lugans l'avait dit plusieurs fois qu'il représentait le Québec, les Québécois. Je t'ai envoyé tantôt un truc là, sur Instagram. Ouais. Je vais le lire parce que pour moi, ça va peut-être clore ce débat-là. Ça, c'est en janvier 2024. Il dit, je pense qu'on peut voir à Montréal et le Québec et se dire qu'il y a beaucoup de talent en parlant de basket. Ouais. Avant, ça sortait plus de l'Ontario. Fait que déjà, en partant, si sa façon de réfléchir, lui, c'est Haïti et Canada, il ne ferait pas la différence entre le Québec et l'Ontario. Là, il dit Québec, avant, c'était Ontario. Je suis vraiment content. Il ajoute à propos du succès des basketteurs québécois, peu importe leurs origines. C'est le fun maintenant. J'étais à Utah récemment, je parlais à Will Gins, qui est un joueur de l'Université de Utah. C'est vraiment le fun d'être aux États-Unis et de voir des personnes qui viennent d'où je viens. Donc là, il peut peut-être parler d'Haïti, mais je pense qu'il parle aussi du Québec. Là. Je suis vraiment fier de représenter tout le monde qui vient du Québec. Ça, c'est à RDS en janvier 2024. Donc, ça existe, là, des gens dont l'origine est peut-être étrangère
oui, il y a une ambiguïté avec Québec-Canada, puis ça, c'est pas de la faute aux immigrants d'être mélangés, c'est de la faute aux Québécois qui ne cessent de se dire non au référendum, puis ça fait juste rendre des ambiguïtés. Moi, il y en a plein de Blacks là, qui se disent Québécois là, à Montréal. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est quoi le Québec pour toi par rapport à tout le reste? Ben, tu sais, je vais finir avec ce que tu as dit aussi. Tu sais, Lugens, comment je pourrais dire, c'est comment il a grandi, avec qui il se tient, puis comment il a appris aussi peut-être à communiquer. Tu sais, je sais pas comment Lugens parlait avant son succès ou comment lui il voyait ça, parce que Lugens pouvait être rentré à Oklahoma, puis la première année, il venait ici, il se faisait profiler, tu comprends? Comme si... C'est ce qu'il a dit souvent, ouais. Tu comprends? Donc, il y a beaucoup de choses que Lugens dit devant la caméra et pas devant la caméra. Puis quand j'étais justement dans la terrasse avec lui, ben, tu sais, on voyait vraiment que ceux qui étaient dans le VIP avec lui, c'est les mêmes gars que je vois qu'on traîne puis que je croise tout le temps. Mais celui qui prend les rendez-vous, c'est son PR. Son PR, ben, tu sais, c'est un Québécois de souche, grand, avec des lunettes très corporate. Quand il y a des entrevues, maintenant, est-ce qu'il y a un pitch? Est-ce que maintenant, il y a une façon et tout? Parce que même quand il fallait que je puisse dire, OK, mais t'as besoin de s'asseoir avec un podcast ou un média de la communauté, ça semblait difficile. Mais quand tu regardes là depuis les derniers mois, eh ben, il fait la ronde de tous les médias traditionnels. C'est qui le book? Est-ce que c'est lui qui veut pas être assis avec nous pour parler de certaines choses ou c'est l'intérêt de certaines personnes de dire ah, ben là, tu sais, c'est comme il faut que tu fasses attention parce qu'ils peuvent te piéger, tout ça, whatever. Fait que c'est pour ça que. Mais on spécule, là. On spécule, je sais pas. Justement, je sais pas. Sauf que pour moi, je voudrais le voir dans un aspect plus décontracté où il va pas peut-être penser à si je vais mal parler. Parce que quand je vois des entrevues, il parle trop bien. Dans le sens, c'est comme très politically, trop. Tu sais, je vois pas des takes un peu chauds comme, tu sais, des fois, je regarde au States, c'est Jalen Rose avec Paul Pierce, puis ils sont là, puis je suis comme, oh, les gars. Mais là, c'est très comme. Ça a l'air calculé un peu. Léché. Très calculé, exactement. Ouais. C'est très. Fait que c'est pour ça que dans ma tête, je dis, c'est bien qu'il a dit, parce qu'à la fin de la journée, ben, tu fais l'unanimité de tout le monde. Mais est-ce que vraiment c'est ce que tu penses, comment tu le sens? Mais on est d'accord, toi puis moi, qu'on est obligé de le juger sur ce qu'il dit publiquement. Exactement. T'sais, parce que sinon, moi, j'ai beau t'écouter puis me dire, ben écoute, ça a de l'allure ce que tu es en train de me dire, Kéké, mais il n'y a pas de preuve de ce que tu dis. Il n'y a pas de preuve, c'est ça. Mais c'est vrai que toi, dans certaines hésitations qu'il a peut-être à venir s'asseoir avec vous, c'est peut-être le côté comme ça, je veux dire, c'est trop safe. C'est trop safe. Je comprends ce que tu veux dire. Puis, donc, c'est quoi le Québec pour toi? Mais Québec, c'est une province qui est... tu sais, c'est vraiment une société distincte. Moi, je me rappelle juste pour... quand on s'est écrit, tu m'as dit, ça va me faire plaisir de venir parler de la province de Québec. Puis j'ai dit, ah, ça, c'est de l'arrogance. Non, même pas, je l'avais dit comme ça. C'est géographique. C'est vrai que c'est géographique. C'est une province. Oui, c'est une province. À la base, l'histoire du Canada, on a été à l'école, on la connaît. C'est vraiment séparé. Tu vas en Ontario, tu vois que c'est un univers complètement différent du Québec. Québec a son histoire. Mais à l'intérieur, comme je te dis, du Québec, ben, tu vois, il y a la ville de Montréal. Puis de la même façon que je vis à Montréal, je vis un différent Montréal d'autres personnes. Fait que c'est pour ça que je puisse dire que être Québécois, comme Master Fing a dit, je sais pas c'est quoi être Québécois. Il avait dit, c'est quoi être Québécois, c'est quoi être Canadien, c'est quoi être Montréalais, ça dépend. Ça dépend de, est-ce que t'es né à Québec? Est-ce que t'es né à Sherbrooke? Est-ce que t'es... Mais en même temps, lui est né ici, mais quelqu'un qui serait né à Port-au-Prince versus quelqu'un qui serait né ailleurs qu'à Port-au-Prince en Haïti, est-ce qu'on lui demanderait la même affaire? Est-ce qu'on lui dirait c'est quoi Port-au-Prince, c'est quoi Haïti? Lui, il peut dire je suis haïtien. Moi, je pense qu'on peut être québécois puis être né à Québec puis être né à Trois-Rivières. Je veux dire, c'est pas une question de. Parce que c'est vrai qu'il y a un truc à Montréal il y a une identité à l'intérieur d'une identité. Montréal, c'est vraiment différent que le reste du Québec. Puis, il y a beaucoup de trucs qui est très au niveau de la langue aussi. C'est ça, je peux dire, l'identité la première du Québec. C'est vraiment la préservation de la langue française. Il y a tout, justement, en Amérique, c'est nous, là, les seuls francophones aussi. Donc, il y a cette appartenance-là qui est... C'est déjà beaucoup, là. Oui. C'est comme vecteur d'identité. Exactement. Quand on cherche des explications, qu'est-ce que c'est que le Québec, c'est déjà énorme, ça, de dire on est les seuls sur un continent de 400 millions d'anglophones, comme le village de Gaulois dans Astérix. Là. Ouais, c'est pour ça que je trouve que c'est noble et c'est logique de pouvoir se battre pour la préservation et promouvoir le français. C'est juste que si tu regardes un afro-descendant déjà francophone, il ne va pas s'associer avec ce combat-là. Parce qu'il va dire, si moi je décide que
comme Masterfinger, je ne suis pas québécois. Je suis francophone, mais en ce moment, ceux qui parlent le plus la langue francophone dans le monde sont les Africains. Toute l'Afrique de l'Ouest, le Maroc, tout ça. Fait qu'ils disent à la fin de la journée, quand tu regardes au niveau global, la langue francophone, la langue française, c'est une langue africaine. Fait qu'à la fin, c'est comme... C'est pas, je suis pas obligé de me mettre dans ce combat-là. Si je me mets dans ce combat-là, c'est un choix. Mais si... Ben, OK, ben, le niveau de gens qui parlent français est réduit, ben, moi, ça va pas m'affecter parce que ben, je suis afro-descendant, je peux aller... j'allais en France, je vais pouvoir bien m'installer. Je peux aller en Afrique de l'Ouest, je peux aller au Maghreb, puis ça va juste continuer. Fait que d'ici comme 20, 30 années, combien de personnes qui vont parler le français dans le monde et combien de ces personnes-là vont être des personnes issues de la communauté. Fait que c'est pour ça que moi, dans ma tête, c'est que la vraie stratégie, je pourrais dire au Québec, c'est de pouvoir nouer des liens justement avec des autres pays qui parlent justement le français, puis de voir comment on est capable de pouvoir expand le français du Québec, la culture du Québec dans ces pays-là, puis vraiment comme développer ces relations internationales, plus que peut-être genre le combat anglo-français, parce que pour moi, à la base, c'est que, bon, ben, quand il y avait des colonies, t'étais noir, que ce soit français, anglais, on était des esclaves là-dedans. Fait que je me mets pas dans ce combat de linguistique comme ça, tu comprends? Moi, c'est pas... Je le comprends, mais je vais pas mettre ça comme combat premier pour moi. Est-ce que la plupart des gens que tu connais, afro-descendants, là, c'est l'expression que tu as utilisée, la première façon de se définir, c'est autre chose que québécois. C'est de dire je suis un noir, je suis un haïtien, je suis un africain. C'est quoi qui sort en premier quand les gens se définissent? Ils vont dire un noir. Un noir? Un noir. Moi, comment moi j'ai eu ce reality check là, c'est que moi, quand j'allais toujours aux États-Unis voir ma famille, à un moment donné, je suis avec comme ma cousine, puis on devait faire quelque chose rapidement, mais tu sais, je pense qu'elle avait oublié son portefeuille. Moi, j'avais mon sac, mais tu sais, j'avais mon passeport, puis je pense qu'elle avait eu quelque chose dans le coin, puis là, c'était comme, OK, comme ce checkpoint, tu vois plein de policiers, ils sont comme, OK, identification, puis là, comme, oh shit, j'ai oublié mes affaires. Là, je suis comme, je dis, OK, comme mon document, tout ça, voilà, OK, get out de corps, mais là, je monte, je suis passeport canadien, ils ont dit, OK, juste bouger là, puis boum. Là, je dis, oh, thanks, c'est une chance que tu l'avais sur toi. Ensuite, je m'en vais au Chili pour un voyage d'affaires. Puis tu vois, le chauffeur de taxi essaie de nous crosser, là. Il prend des routes. Je sais pas de quoi vous parlez. Il parle en espagnol. Puis j'avais une artiste qui était avec moi qui parle en espagnol. Elle dit, OK, c'est sûrement des Haïtiens qui sont partis d'Haïti puis qui viennent au Chili pour essayer d'avoir leur papier. Fait que, c'est pour ça qu'il parle espagnol, tout ça. Puis il parle. Puis là, lui, il pensait qu'on voulait juste pas le payer pour dire, écoute, si tu vas pas nous amener là, comme on ne paye pas, il nous amène au poste de police. Bah, là, puis il était comme content. Puis là, je suis comme, mais pourquoi il est content comme ça? Puis là, les policiers, ils arrivent, tout ça. Ils vont dire, mais on a un show plus tard, puis on est Canadiens, tout ça. Dès qu'il a vu ça, tchou. Puis là, j'ai fait, tu sais quoi? Le moment où je ne sors pas mon passeport, je reste un noir que tu es capable de pouvoir associer à... Mais dès que je sors le passeport, qui est un passeport qui est fort au niveau, sur la scène internationale, soudainement, j'ai comme ce privilège-là que je suis plus seulement un noir. Puis c'est comme si je suis arrivé à la conclusion que je suis comme, tu sais, mon origine est sur ma peau, ma nationalité est dans ma poche. Le moment que est-ce que je vais toujours être capable de reach ma poche pour t'expliquer, pour que tu me respectes, pour que tu me laisses passer, pour que tu me... Tu sais, des fois, on me laisse pas le temps. Je suis comme, OK, maintenant, comme... Ça arrivait dans des places. On va quelque part, OK, faut pas rentrer. Je suis comme, mais je suis pas d'ici. No, I don't believe you. Look. Ah, OK, là, je suis comme, OK, c'est vraiment comme ce côté-là où quelqu'un va dire, ouais, mais tu sais, t'es Québécois, OK, mais tu sais, je vais aller en l'Allemagne de l'Est, mettons, toi puis moi. Tu vas pouvoir passer peut-être pour. T'as appris 2-3 phrases d'allemand. Il va dire, t'es allemand, puis toi, où? Ah, moi, en plus, avec les cheveux blonds, les yeux bleus, ça risque d'être assez facile. Là, Mais après, je veux dire, mais quand je vais être de l'autre bord, même s'il y a des Noirs allemands, j'ai quand même identifié plus avec toi. Ouais. Parce qu'on sort du même système, du même parcours, on a la même langue. Mais là-bas, tu ne pourras pas me protéger comme tu voudrais me protéger parce que justement, il y a ce côté-là où... C'est grave ce que tu dis parce que c'est... Puis en passant, je dis pas que tu as tort, je dis juste que si c'est vrai ce que tu dis, disons, j'ai aucune raison de ne pas te croire quand tu me racontes ce que tu as vécu. Mais si c'est vrai ce que tu me racontes à l'échelle humaine, à l'échelle...
C'est très grave parce que ça veut dire qu'on sort jamais de la race. On sort jamais de ça. Non, c'est que des fois, tu penses qu'il y a des endroits que c'est plus chill, c'est plus cool, mais des fois, tu arrives là, puis c'est comme... C'est très... tu sais, je me rappelle, ma cousine, tu sais, elle habite en Allemagne, puis tu sais, elle a fait un échange étudiant, puis elle était... je pense que c'était une affaire de networking, puis elle était là, puis elle attendait ses amis, puis il y avait une fille qui parlait, puis elle était en train d'insulter, genre, parce que comme... ils sont en train de parler, puis ma cousine, elle est juste là, puis elle dit, mais tu sais, pourquoi elle est là, genre? Tu sais, c'est comme encore une immigrante africaine qui est là, blablabla, puis... Tu sais, elle parlait, puis ma cousine faisait comme si elle comprenait pas, tu sais. Là, ses amis, ils arrivent, puis là, après, elle se retourne et commence à les accueillir en allemand aussi. Puis elle parle d'Internet, puis après, elle regarde et dit, tu sais, comme, tu sais, tu devrais faire attention parce que là, t'as l'air vraiment d'une conne, mais en allemand, là, blabla, puis après, elle bouge. Elle dit, mais pourquoi vous l'avez pas dit que, tu sais, c'était comme, le monde, c'est comme, c'était une quoi? Ben, ben, tu sais, c'est comme, ça fait comme 20 ans qu'elle habite ici, là. Comme nous, on la connaît. C'est toi qui t'es tombé là-dedans dans les stéréotypes. Oui. Mais ça arrive aussi dans la réalité de ma cousine qui habite l'autre bas, qui nous raconte des histoires comme si, tu sais, elle parle pas, puis on la traite d'une façon. Puis après, quand on la voit parler, c'est comme, oh shit, comme... Fait que, tu sais, c'est une réalité, c'est pas la victimisation, tu sais, c'est des anecdotes qui arrivent, qui t'arrivent à ma cousine, qui arrivent avec moi quand je voyage. Fait que, tu sais, je peux dire que je suis québécois, tu sais, dans le contexte qu'on est, puis je vais le comprendre, tu sais. Je vais pas mon frère, oh, Kevin, t'es un Québécois, OK, ça me dérange pas. Je suis Montréalais, ça me dérange pas. Mais après, quand je voyage, là, ça peut être subjectif. Là, on peut débattre parce qu'il va se dire, I don't care. Là, en ce moment, c'est comme, toi, t'es un Afro-Américain, t'es un Jamaïcain. Là, je vois juste des Blacks qui se ressemblent. Là. C'est comme, j'ai pas le temps de savoir c'est quoi qui fait que t'es un Québécois ou pas. Là, je veux qu'on revienne sur comment c'était de grandir au Québec. Parce que, regarde, moi, j'ai aucun mal à l'admettre. Moi, même si j'ai grandi à NDG, j'étais dans des écoles primaires multiethniques où il y avait, en fait, je pense qu'il y avait peut-être moins de blancs que de noirs et d'arabes mis ensemble. Oui. J'ai grandi dans cet environnement-là. J'avoue que je peux pas m'identifier à ce qu'ils ont vécu. Ça se peut. Quand je rentrais le soir, j'étais dans ma famille, sur une rue où il y avait plus de blancs. Bon. Je pense que c'est difficile de s'identifier aux autres dans la vie. Aussi difficile pour moi de m'identifier à toi que toi à t'identifier pour moi. Puis on parle pas souvent de ces affaires-là. Je trouve que c'est un tabou. Je veux savoir comment c'était pour toi de grandir dans les années... qui ont été les années 80, les années 90. Tu parlais tantôt de violence, de skinhead. Sincèrement, j'ai jamais entendu parler de ça. Là. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Du profilage racial, il y en avait? Ça ressemblait à quoi? Ben, tu sais, moi, en plus, là, que je suis dans une série vraiment, tu sais, de OGs en ce moment que je fais avec quelqu'un de Censored. Puis ça fait depuis longtemps que je voulais faire ça, mais c'est comme, je pense que la communauté était juste pas prête pour parler de ça parce que, tu sais, il y a des personnes qui ont été dans le street, qui ont été dans la rue, ils ont eu des traumatismes, ils voulaient juste pas parler de ça. Puis j'avais essayé en 2017, 2018, il y avait toujours des questions. Puis là, je dis non, mais tu sais, les autres communautés, que ce soit comme, tu sais, ça soit les Québécois, les Français, les Américains, ils parlent de ça, puis ça fait du bien. Nous, on n'arrive pas, tout le monde cache leurs histoires, tu sais. Puis là, dernièrement, tu vois qu'il y en a qui, qui sont prêts, puis le niveau de racisme qu'ils ont vécu, puis on parle de ceux qui ont comme 50, 51, 52, tu sais, c'est un autre level, là. C'est un level que même moi, que j'écoute, puis je sais comme qu'est-ce qui existait. Puis eux, ils me disent, mais non, regarde, les skins, c'était comme il fallait, vous ne pouvez pas aller sur la rue Sainte-Catherine après 6 heures pour avoir un appartement, mais yo, c'était tough, il faut aller checker une femme blanche pour qu'on sorte avec, pour qu'elle ait fait. Tu sais, c'est un gros stratagème, mais c'est comme une histoire, 2 histoires, 3 histoires, 4. Ça revient tout le temps quand tu vas dans une certaine tranche d'âge, mais ces gens-là ne parlent pas. Mais attends, mais ces gens-là à qui tu parles et qui te racontent ça, tu viens de dire c'est comme des OGs. C'est des OGs, des personnes. C'est des gens qui étaient dans le crime, là. Non, des OGs, ça veut tout simplement, genre, c'est comme des personnes qui sont comme... parmi les premiers... Des vétérans. Ah, okay, mais des fois, tu peux être un OG, comme... je peux être un OG du podcast, on va dire. Ben, je te l'annonce que tu es un OG du podcast. Fait que, voilà, tu sais, OG, c'est pas vraiment pour dire, tu sais, des fois, on dit original gangster, mais tu sais, c'est pas dans ce sens-là. Non, c'est parce que j'ai vu certains des épisodes que tu as fait, puis c'était avec... Si on parle bien des épisodes qui viennent de sortir tout récemment, c'est avec des gens qui étaient dans le crime. Oui, qui étaient dans le crime aussi. Bon, voilà, mais c'est parce que c'est ça, là, je t'écoutais, puis je me disais, ben, s'ils ont eu de la difficulté avec des skinheads, c'est parce que, tu sais, ils étaient peut-être dans un milieu très violent. Mais tu parles donc pas de ce type de personnes-là. Non, mais c'est tu sais, dans le sens, je parle de cette génération-là. Okay. Donc, eux, c'est eux qui ont été plus vocales, mais tu sais, quand ma mère écoute leur entrevue, ils disent, ah, c'est vrai, tu sais. Fait que, tu sais, si on s'assoit avec, tu sais, parce que nos parents, ils n'étaient pas dans tout ça, ils sont arrivés ici, puis, mais quand tu les écoutes, eux, de qu'est-ce qu'ils ont vécu, comme ma mère, tu l'écoutes, tu sais, c'était vraiment quand j'allais à l'école ou pour essayer de prendre un appartement, tu sais, c'était tough de les écouter.
quand les oncles, ils étaient chauffeurs de taxi, comment les clients, ils les voyaient, ils voulaient pas rentrer dans leur truc. Fait il y a beaucoup de choses qui sont passées de génération, puis génération, puis génération. Puis arrivé à ma génération, moi, je suis 80s babies. Tu sais, moi, c'était beaucoup plus... tu sais, t'es toujours le seul noir de l'école quasiment. Donc, il faut que tu essaies de pouvoir voir comment tu vas essayer de bouger, pas essayer de trop réagir quand on t'appelle le N-word. Tu passes par-dessus ça, mais tu sais, le fait que j'avais 3 grands frères, mais tu sais, après, je jouais avec le côté pour dire, OK, oh, guys, venez pour le côté d'intimidation. Fait que j'ai pas réussi à être victime de ça parce que j'ai dit, tu sais quoi, je vais pas jouer comme d'autres personnes que je vois que t'as pas le privilège de ça. Mais moi, j'ai le privilège d'avoir des 3 grands frères qui sont bifs, qui sont gros, qui jouent au football. Tu sais quoi, je vais jouer avec ça. Puis ça me faisait du bien d'aller aux States parce que, tu sais, ma famille est à Brooklyn, à New York, tu sais, Queens. Puis, tu sais, ça me faisait du bien de voir beaucoup de personnes qui me ressemblent mais qui sont installées dans des positions qui sont quand même assez importantes. Puis quand je venais ici, ben, tu sais, quand je revenais ici, je voyais pas vraiment des gens qui me ressemblaient, qui étaient à la télévision. Tu sais, je n'allais pas m'identifier à Norman Brathwaite. Tu sais, lui, il mettait blackface, il riait, puis tu sais, c'était pas vraiment... Non? Non. Non, c'est ça, parce que je t'ai déjà entendu dire que c'était pas... non, tu sais, le parce que blackface... pour beaucoup de Blancs, Norman Brathwaite, c'est le gars qui prouve que le racisme, ça existait pas tant que ça, parce qu'il y avait Norman Brathwaite, mais vous, c'est pas comme ça que vous voyez Non, ça. parce que Norman Brathwaite riait des jokes ou des trucs qui n'étaient pas acceptables. Tu sais, oui, comme ça, vers l'accent, le blackface. Tu sais, c'était plein de trucs, c'est comme c'est le... Nous, on le voyait comme le noir qui voulait juste être le noir qui était accepté. Donc, tu sais, pour pas faire sentir les gens qui disaient des choses racistes, mais tu sais, il allait comme... Il a pas juste fait ça, par contre. Non, je le sais, mais mais il s'est ramassé assez tôt, assez vite dans sa carrière, quand même, tu sais, numéro 1 dans les pubs. Non, mais il y avait du animateur. talent, il y avait des skills aussi. C'est tout simplement au niveau de... Je veux pas être lui. Okay. Je veux pas... Si c'est pour arriver dans le top et faire ça comme lui, on préfère pas. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de personnes que... Quand c'était Norman Brathwaite qui était là, puis même lui, tu sais, sa connexion avec la communauté noire, quand tu posais des questions, lui, c'est comme... Tu sais, c'est quoi une communauté noire? C'est quoi? Fait que, tu sais, déjà là, au niveau idéologique... Il y avait un gros problème avec la Ligue des Noirs. Il disait souvent, mais la Ligue des Noirs, on va en parler tantôt, parce que moi, on les a reçus à Cube il y a quelques jours, puis je sais pas s'ils servent vraiment bien la communauté noire, là, parce que leurs porte-parole en ce moment sont pas capables de définir ce que c'est que le racisme systémique. Ils sont un petit peu... Tu sais, là, il y a eu le truc, puis ça, j'espère qu'on va en parler aussi, du procès dans lequel la juge a déterminé que désormais, on pouvait donner une peine moins sévère à quelqu'un en fonction de son origine ethnique. Puis, tu sais, la Ligue des Noirs est allée pour essayer de prendre position là-dessus, puis ils se sont ridiculisés complètement. Tu sais, fait que je pense que Norman Brathwaite, pour revenir à lui, tu sais, je pense qu'il avait l'impression que c'était peut-être pas les meilleurs défenseurs des intérêts de la communauté noire aussi. Puis c'est peut-être pour ça qu'il prenait position de façon peut-être un petit peu conflictuelle avec eux. Mais revenons à comment tu vivais ça. Donc, est-ce que tu as vu une amélioration? Oui. Ouais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... tu sais, aussi, tu sais, un exemple, juste pour dire, il y avait beaucoup de skinheads back then. Puis j'ai des personnes qui sont... Ça revient pas des skinheads, là, des blancs rasés beaucoup, vous attendaient avec des bâtons. Dans le temps, c'était beaucoup avec les lacets. Puis tu sais, je vais essayer dans quelques études d'en prendre des anciens. Mais tu sais, il y a un conseiller politique là, dans l'arrondissement de qui est un ancien skinhead qui l'a dit. Non, je pensais que tu parlais du candidat du PQ dans Non, mais c'est un ancien skinhead. Bon, je sais pas si je vais le mettre en blast right now, mais c'est un ancien skinhead. Puis un conseiller d'arrondissement... T'as pas Patreon, hein? Oui, j'ai Patreon. OK, ben dans le Patreon, je vais te le dire. Comme ça, c'est bon. Mais c'est pas un Patreon qu'à la fin, la conversation se termine. Regarde, au pire, dis-le pas. Là. OK, je vais pas le dire. Mais juste pour te dire, fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des skinheads, qui ont fait ce qu'ils ont fait, puis après, ils sont capables de pouvoir se réinventer ou faire une réinsertion dans le système comme si rien n'était. Maintenant, là, les personnes que j'ai pris, là, les OGs, là, dans mon podcast, là, est-ce que tu penses que ça aurait été facile d'être dans qu'est-ce qu'ils sont? Parce que là, on parle vraiment d'une idéologie extrême raciste. Ben oui. Puis on parle, puis ils ont fait des affaires, ils ont fait des crimes. Mais il y en a plein que tu vois qui travaillent dans les banques, dans la politique. Là. Est-ce que tu peux voir qu'il y a un ancien Negbo, un ancien gars de CDP, qui vont pouvoir être capables d'être dans une position comme ça? Ben, s'ils ont bien caché ce passé-là, tu peux pas en vouloir à ceux qui les ont engagés. Tu peux pas le cacher. Quand tu es un criminel de ces détenus-là,
Non, mon point, c'est que, à moins que je t'ai mal compris, là, tu disais, est-ce que tu penses que parce que tu dis, il y a des skinheads qui aujourd'hui ont des jobs normaux, Oui. qui ont des vies normales, puis là, tu dis, eux, ils ont été capables de faire ça, mais mettons, nous, les gars dans notre gang qui étaient plus crimiers, eux, ils n'ont pas pu se recycler. Mais mon point, c'est que les skinheads dont tu parles, peut-être que c'est un passé qui est caché. À part le monde dans la rue, il n'y a personne qui sait ça, ils n'ont jamais été arrêtés. Puis on ne peut pas en vouloir à la société québécoise de les avoir réhabilités, parce que pour eux, comme moi, tu me dirais, c'est qui ce gars-là? Je ne le saurais pas, tu me le ferais découvrir. Fait que ça, moi, je ne sais même pas que ça existait, là, ce mouvement-là. C'est un truc que vous avez caché, là, probablement, là, que vous n'avez pas crié sur tous les toits, je ne sais pas. Non, mais c'est tellement live. Tu parles n'importe qui de black que tu connais qui a un grand frère ou alors tu vas dire les skins de la mère de ton ami, ils vont te le dire, ils terrorisaient la communauté. C'est pour ça que tu vois beaucoup des histoires comme Maxime Aurélien parlait que il y a certaines gangs qui étaient là au début pour se battre. Nous, on était dans le West Island, mais il y avait une gang aussi dans le temps, dans le West Island, qui étaient là pour, justement, se battre avec des Blancs, pour dire, tu sais quoi, boum. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu un côté très, pas sans appartenance, mais parce qu'il y a le côté vraiment néfaste puis négatif de ça. Tu sais, à la fin de la journée, ben, tu veux essayer de défendre la communauté, mais à un moment donné, mais c'est racial. Honnêtement, c'est dégueulasse. C'est de nous ramener quasiment à notre plus profonde génétique. Là. Il n'y a plus de citoyenneté, il n'y a plus de culture. Là, on peut même plus dire hey, soyez tous Québécois. C'est horrible. Là. C'est des Blancs qui veulent frapper et faire souffrir des Noirs, puis des Noirs qui doivent se défendre parce qu'ils sont Noirs. Puis ça a duré jusqu'à quand, à peu près, cette période-là? La période vraiment des skins, c'est vraiment tous les années 80, début 90. Je vais dire mi-90, on va dire 93, 94, 95. Ensuite, il y a eu genre plus... je sais pas c'était quoi plus leur mouvement. C'était plus punk-ish. C'est comme genre l'autre wave qui avait à peu près la même idéologie, mais c'était comme un peu mélangé. Puis ça, c'est un peu qu'est-ce que nous, on a vécu. On allait dans des places où est-ce que c'était comme ça dit, Fête de Saint-Jean ou dans un coin plus éloigné de Montréal. Puis t'étais comme... genre, comme dans certaines comtés aux États-Unis, genre, get out of here! Whatever. Puis je suis comme, on est au Québec ou on n'est pas au Québec? Il y a un côté qui était très, genre, ségrégation, mais une ségrégation sociale plus que politique. Puis j'ai trouvé ça vraiment assez particulier parce qu'après, quand on explique ça, c'est comme si le monde dit, ouais, mais t'es sûr que tu parles du Québec? Je dis, ben oui, c'est vraiment ça. C'est comme si je ferais une entrevue avec ma mère, là, ma propre mère, tu aurais les larmes aux yeux pour te dire, t'as vécu tout ça, là, petite mamie? Ouais, tu sais. Fait que c'est pour ça que même des fois, dans des conversations, puis ma mère, elle est fière de ça. Mais c'est des choses qu'on vivait, tu sais, le profilage racial, ça, oublie. C'est comme, on peut arriver, puis c'est comme, j'ai un patinet qui est dans notre auto. Lui, c'est mon ami québécois blanc, qui, lui, a plein de pills dans son auto. Moi, on est juste là, on est 3-4 gars, puis c'est comme... Puis là, c'est comme lui, il est là, puis il est comme merde, genre, comme il le voyait. C'est comme, mais pourquoi? Oh, juste une vérification comme ça. On peut y avoir une fille qui est comme, genre, une de nos amies qui est backseat. Puis comme toi, t'es correct, c'est bon pour ta sécurité, ils vont pas te faire danser. On est comme, comment tu parles de danser? C'est comme, on s'en va dans une fête, là, puis qu'à un moment donné, mais avec le temps, t'étais comme carrément à la lumière rouge, puis c'est comme si tu stressais pour rien, là. Tu stressais, puis on était comme, on regarde pas. Mais on n'a rien fait. Tandis que l'autre, il comme même, pourquoi vous êtes à l'aise stressé? On va au même endroit, on est les mêmes personnes, c'est juste que nous, on n'a pas le même stress, genre à partir de 8h, 9h, ou quand on nous disait, yo, il y a un barbecue à Terrebonne, à Repentigny, non, on va pas aller là. Je sais pourquoi, parce que... Mais est-ce que quand la police est raciste dans une société, la société est raciste? C'est une question que je me pose souvent parce que j'ai aucun mal à imaginer que être un noir, encore aujourd'hui, particulièrement à Montréal, Québec, Repentigny, Laval, toutes les villes, là, finalement, là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non. Ça, j'ai aucun mal à le reconnaître. Après, j'ai des amis policiers qui m'ont fait voir les choses différemment, qui me disent, écoute, je veux dire, nous, on pratique notre métier de cette façon-là parce qu'on a des bonnes raisons de croire que, pendant que la personne est interpellée, on va peut-être trouver quelque chose, puis s'ils trouvent quelque chose, ça leur donne raison, d'une certaine façon. Ils sont rapides quand ils t'interpellent, ils regardent. Ah, t'avais une affaire de bière là, OK, boum. Rapides, ils sont là, puis ils regardent, puis t'es obligé de cacher si t'avais genre comme
ou vers une bière ou quelque chose. Mais, tu sais, c'est comme... Non, mais en toute franchise, parce que je m'en voudrais d'être hypocrite, tu sais, parce que ces gars-là m'écoutent en ce moment ou vont nous écouter. Je peux pas trancher, moi, tu sais. Je veux dire, je suis pas policier, je suis pas noir. Fait que, regarde, je pose les mêmes questions aux mêmes personnes. Mais est-ce qu'une société où la police est raciste, c'est une société raciste? Ben, la police fait partie du système. C'est tout un système, c'est toute une hiérarchie, c'est tout... il y a l'aspect qui est l'aspect genre éducation, hospitalier. Il y a des témoignages dans beaucoup de paliers. Quand le monde disait le racisme systémique, mais c'est pas comme, OK, il y a un système avec une loi raciale. C'est quoi le racisme systémique pour toi? Ben, le racisme systémique, c'est simple, dans le sens... comment je pourrais dire? La documentation sur la ségrégation sociale à Montréal, tu peux le retrouver dans les journaux anglophones. Tu fais gazette, tu vas dans des témoignages ou dans des livres, puis eux, ils vont te l'expliquer justement. Lui, ils ne pouvaient pas aller dans ce restaurant-là, on n'accepte pas les Noirs. Quand ils parlaient des artistes jazz qui venaient à Montréal, ben, cet artiste-là, ben, c'est la main chanteuse, mais elle ne peut pas dormir à l'hôtel. Ces musiciens blancs pouvaient dormir à l'hôtel. Ça va arriver à tellement de personnes dans le quartier Saint-Henri, qui est justement la pipite du jazz, mais il y avait justement l'escouade de la moralité qui descendait, puis il va tout casser pour dire, OK, mais nous, on sait que vous allez aux États-Unis, puis vous êtes souvent relié avec Al Capone, là, whatever, pour dans le temps de la prohibition, puis tout ça. C'est ça, fait qu'il y avait beaucoup de choses, c'est comme évolué dans la société. Puis après, c'est devenu genre au niveau, que ce soit dans les restaurants, dans les clubs, ensuite c'est venu dans les affaires d'appartement. Fait que ça, c'est dans tous des paliers qui viennent qu'après, ben, tu dis, ben, regarde, toutes ces affaires-là, ben, ça crée la société, ça crée un système, ça crée ça. Fait que toi, quelqu'un me dit, ben, le racisme systémique, mais il est où le racisme systémique? Le monde, on limitait ça à une loi. Mais c'est pas une loi, c'est tout simplement, tu vas littéralement mettre une époque qui a évolué avec certaines choses qui sont passées, puis ça, tout simplement, ça a changé, ça s'est adouci, mais c'est sur cette forme-là, fait comme on est, mais ça crée ce système-là parce que à la fin de la journée, ça a juste évolué, genre des années 30, 40, 50, 60, ben ça fait tout simplement s'évoluer. Comment on peut dire, ben tu sais, comme là, on n'est plus raciste, mais si ça arrivé dans les années 30, 40, 50, qu'est-ce qui dit que ça disparaît en 1990? Si ça a disparu, si je suis capable de dire, OK, voici, tu sais, t'avais dans la Gazette, tu sais, parce que, tu sais, Gazette, on va dire, ça date de quand? Depuis très longtemps, là, quand même. Genre. Et tu voyais quand il y avait des esclaves autochtones, il y avait des esclaves noirs aussi ici, puis tu les vois, qu'il y avait une section qui disait esclave qui s'est enfui, blablabla, bla, bla, bla. C'est pas caché, là. Tu comprends? Il y avait de l'esclavage qui était là. Donc, comment on peut me dire qu'une société qui avait de l'esclavage, on dit toujours que si le climat qui était plus dans le nord, de toute façon dans les États américains ou même ici, était comme dans le sud des États-Unis, il y aurait beaucoup plus d'esclaves. C'est tout simplement une question de climat. C'est pas une question de... Toi, tu crois ça? Parce que moi, je l'ai souvent entendu, cette hypothèse-là, puis... Absolument. Les esclaves, oui, mais c'est parce que dans le sud des États-Unis, il y avait les champs de coton. Oui, oui. On dit s'il y avait eu des champs de coton au Canada, il y aurait eu plus d'esclaves. Mais en même temps, il y en a eu, puis il n'y avait pas de champs de coton. Donc, la raison pour laquelle ça n'explique pas pourquoi il y en avait moins. C'est vrai. Parce que si l'argument, c'est qu'il y en aurait eu s'il y avait eu des champs de coton, ben, il y en a eu, puis il n'y avait pas de champs de coton. Fait qu'il faut se demander pourquoi il y en avait moins. Est-ce que ça se peut que c'est parce qu'on avait un rapport différent avec ça, notamment sous le régime français? C'était interdit, l'esclavage. C'est à la suite de la conquête que c'est arrivé. Ça, on ne le dit pas souvent. Hein? On le dit pas souvent. Ça, on le dit pas souvent, d'une part. D'autre part, un esclave, c'est quoi? Un esclave, c'est quelqu'un qu'on utilise pour faire un travail à notre place. Alors, je veux dire, du travail, il y en avait. Là. Il y avait de la forêt à défricher. Il y avait des esclaves domestiques. On avait des besoins là-dedans. Donc, pourquoi il y en avait moins? Puis, c'est 4000 en 200 ans, dont le 2 tiers étaient autochtones. Donc, ça fait à peu près 1000, un peu plus que 1000 noirs en 200 ans. Ça fait à peu près 50 par année. Tu sais, tu trouves pas qu'on est un peu collé sur le récit américain, un peu sur l'histoire américaine? Sur non, ce que parce que... Est-ce que tu connais, toi, quelqu'un qui est un descendant d'esclaves au Québec? Un descendant d'esclaves au Québec? Ouais. Pas au Québec. Tu peux plus trouver ça à Nova Scotia. Je pense au Canada. Parce que moi, je fais pas la distinction toujours. Parce que, tu sais, je comprends comment tu le mets aussi, mais moi, je vois toujours l'esclavage au Canada. Bon. Il va avoir Mais en passant, les 4000, c'était au Canada. Hein? Oui, au Canada. Fait que, tu sais,
le récit américain, c'est quand tu vois qu'il y a beaucoup de répliques de ce qui s'est passé aux États-Unis que tu as vu. Boum. Il y avait Africville. Oui, en Nouvelle-Écosse. Qui a eu littéralement la même chose qu'aux États-Unis, où il y a vraiment eu littéralement une ville quasiment radiée, puis avec des extrémistes radicaux, raciales, tout ça. Puis là, je suis comme, OK. Ensuite, la ségrégation sociale aux États-Unis, c'était une ségrégation politique. Il y a beaucoup d'éléments que tu es capable de retrouver qui sont comme aux États-Unis, qui sont ici avec l'histoire. Maintenant, je ne vais pas faire la distinction, OK, mais ça s'est passé en Halifax, puis il y a eu Marie-Angélique au Québec, puis ensuite, il y a eu... Il faut la faire, je pense, Kéké, parce que, en Nouvelle-Écosse, c'est des Anglais. Puis je viens de te dire qu'il n'y en avait pas sous le régime français. Puis que c'est les Anglais qui, en 1759, quand ils ont conquis la Nouvelle-France, ils ont rétabli l'esclavage. Puis ensuite, Napoléon l'a rétabli. Mais, ça peut être, mettons, pour des Québécois, Canadiens, Français, ça peut être insultant des fois que des gens mêlent les récits. Parce que moi, j'ai pas envie de vivre avec la responsabilité des Américains. J'ai pas envie de vivre avec l'idée qu'il y a eu Africville. Je suis pas responsable de ça. J'ai aucun de mes ancêtres qui est responsable de ça. Puis mes ancêtres sont pas parfaits. Là. Soit dit en passant, regarde, t'as nommé l'esclave Angélique qui a brûlé Québec. Pour ça, ou c'est du Québec qu'elle a brûlé? C'était... Montréal ou Québec, en tout cas. Ouais, Montréal. Montréal. Elle a brûlé Montréal, une partie de Montréal. Parce que, bon, regarde, on la blâmera pas quand même. Là. Je dis pas que c'est parfait, mais si on mêle tous les récits, ça devient tellement compliqué. C'est quand même un phénomène qui n'est pas négligeable que tu ne sois pas capable de me dire je connais un Black au Québec dont les ancêtres étaient des esclaves ici. Non, il n'y en a pas. Là, je connais pas. Ben, moi, je pense qu'il n'y en a pas. Parce que s'il y en avait c'est plus dans les côtés anglo que je pourrais trouver. Ben, c'est ça. C'est plus les anglos. Sur cet aspect-là de chronologie, chez les anglos, je suis sûr que je pourrais trouver. Ouais. Je pourrais trouver parce que quand moi, je travaillais sur mon documentaire de jazz, c'est là que j'entendais vraiment les histoires. Pour revenir au qu'est-ce que tu disais, parce qu'on a dit on peut pas mélanger les récits, parce qu'elle a fait en sorte, c'est comme si on est en train de démoniser le Québec plus qu'on devrait le démoniser. Fait que tantôt, on a dit comme ça que, qu'est-ce qui se passait chez les Américains, on peut pas non plus aussi s'attacher à ça, mais l'esclavage n'a pas été dans tous les États américains non plus. Non. Fait qu'on a dit les Américains déjà. Fait que mais ça, c'est une erreur de notre part, on devrait pas faire ça. Exactement. Fait que la même façon qu'on va pouvoir dire aux États-Unis, il y a ça qui s'est passé, il faut dire aussi au Canada, il y a ça qui s'est passé, parce que quand je parle vraiment de... Là, on parlait des skins, on parlait justement de la ségrégation sociale. Au Québec, tu sais, différent ne veut pas dire mieux non plus. Tu comprends? Non. L'esclavage ne veut pas dire, oh shit, OK, ben tu sais, nous, on a eu moins d'esclaves ou plus d'esclaves, t'en as eu un, t'as fait d'esclavage quand même. Fait que moi, je ne vais pas non plus hiérarchiser ça non plus, parce que si on veut parler un peu, moi, j'utilise ce terme sur la négrophobie mondiale, la négrophobie que nous, on vit le plus, c'est pas... c'est beaucoup plus dans d'autres pays, là. T'es noir, tu vas dans des pays arabes ou au Maghreb. Aujourd'hui, 2025, c'est pas la même chose, là. Le gars qui va dire que je vis le racisme ici, soit noir, va à l'autre bord. Ben moi, j'ai été au Cambodge, là. Et puis les Noirs se faisaient crier dans la rue par des Cambodgiens le mot KMAO, j'ai jamais compris ça voulait dire quoi, mais je pense que c'était l'équivalent de dire hey, un noir, comme si la première fois que tu vois. Tu sais, ça, c'est un truc comme ça n'a rien à voir avec ici. Là, non, là. Exactement. C'est un autre niveau. C'est pour ça que il faut doser, puis il faut essayer de pouvoir recadrer. Comme je dis toujours, pire ne veut pas dire ah, ben, tu sais, eux, l'autre bord, parce qu'à la fin de la journée, je crois qu'on peut toujours faire mieux. Mais je trouve que, tu sais, de voir des Noirs en position, des personnes qui sont capables d'arriver quelque part, c'est quand même ici qu'on est capable de le voir. Tu sais, dans les pays, les pays blancs qui font ci, ça. Ouais, mais il y a une conversation que les pays blancs, ils ont voulu faire. Il y a des alliés tout le temps aussi dans l'histoire là, de l'humanité. Tu sais, quand les personnes disent, parce que ça vient vraiment du terme aussi, genre, the white man. Mais tu sais, des fois, tu dis le white man en position. C'est pas tous les blancs qui pouvaient avoir de l'argent pour avoir des esclaves. You had to get money. Il fallait que t'en ailles. Puis dans l'histoire de l'humanité, t'as toujours eu des alliés, des John Brown, des William Wilberforce, que c'est ces personnes-là qui étaient comme, yo, moi, je vais mourir avec vous. Tu comprends? Si tu racontes l'histoire raciale, d'esclavage, de ségrégation, et tu ne parles pas des alliés blancs qui étaient là, tu ne racontes pas l'histoire. Parce que Till Today, tu vas en trouver. Dans le temps, tu vas en trouver dans les films. C'est comme, oh, mais il faut toujours que tu puisses mettre un white savior. Non, c'est le white savior que tu dis, c'est un gars qui était là. Ce gars qui allait comme prendre le gel ou qui allait se faire fouetter, qui allait mourir avec toi. Fait que c'est important aussi de parler et de ne pas généraliser. Tu comprends? Parce qu'il y en a qui sont très émotionnels. Ouais, mais vous, c'est comme... Dose la conversation parce que lui, tu le connais pas, là. Lui, il va aller dans le front avec nous non plus, là, tu sais. Puis, comme je dis, il y a beaucoup de conversations qu'on a accepté d'avoir ici, tu comprends? C'est plus des fois peut-être le côté hypocrite sur certaines statistiques. Quand Sylvain Caron il avait fait
il avait fait son étude sur le profilage racial à Montréal en 2017. Puis qu'après, ben, c'était comme, regarde, tu sais, là, on a pris tant de chiffres de personnes, puis c'est même pas des personnes avec un antécédent criminel. C'est problématique, là. Qu'est-ce qu'on a? Fait là, ça devait être dans la face. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que maintenant, on va dire, oh, ben ouais, mais tu sais, la police, c'est séparé de la... Non, c'est un reflet de ce qui se passe en général. Fait que quand c'est rendu ça avec des chiffres, c'est avec des données, on ne veut pas non plus... Ouais, non, je comprends. Moi, le malaise que j'ai toujours eu avec cette définition-là, c'est que tu m'as donné une définition pas méga claire, mais c'est une des plus claires que j'ai entendues. Mais c'est jamais arrivé que quelqu'un me dit, quand je lui ai demandé, soit à la radio, soit dans un podcast, je pense que c'est la première fois que j'en parle dans un podcast, par contre, ou dans l'intimité, définis-moi ce que c'est que le racisme systémique, c'est toujours un truc... C'est toujours très abstrait. Ben, tu sais, alors que, je veux dire, ça devrait être défini, tu sais, on pourrait devoir le définir en une phrase, tu sais. Puis la Ligue des Noirs, qui se fait demander, tu sais, la Ligue des Noirs, là, qui doit être... Non, mais attends une minute, là, le porte-parole de la Ligue des Noirs, là, moi, si je le passe en entrevue, là, première question que je lui pose, c'est est-ce que tu es capable de me définir le racisme systémique? Parce que si tu n'es pas capable de me définir le racisme systémique, on ne sera pas capable de t'envoyer en entrevue à Radio-Canada la prochaine fois qu'il y a un Noir qui va se faire tirer par la police, la prochaine fois qu'il y a un Noir qui va se faire profiler, Le gars, il a répondu il y a plus de Noirs en prison que de Blancs. Dis-moi, mais attends une minute. Il y a plus de Noirs en prison que de Blancs. Premièrement, c'est faux, là, mais au plan proportionnel, le prorata, je pense, des Noirs. Moi, j'ai déjà travaillé dans une prison. J'ai donné des cours de poésie aux détenus. OK? Puis, il y avait plus de Noirs qu'il y en a dans la société. OK? Mais c'est ça qu'il avait répondu. Est-ce qu'il voulait dire en prison en général? Lui a dit que la preuve, en fait, la définition du racisme systémique, c'est le fait que dans les prisons, il y ait une surreprésentation des Noirs. Là, tu te dis, mais non. Ça, c'est un symptôme peut-être du racisme systémique, mais ça, logiquement, c'est juste la conséquence qu'il y a plus de Noirs condamnés pour des actes criminels. Si tu veux me définir le racisme systémique, ça va me prendre une définition claire. Puis moi, honnêtement, je suis prêt à changer d'avis sur cette question-là, mais il faut que quelqu'un me convainque à un moment donné. C'est ça. Les gens, souvent, ils disent le racisme systémique, c'est pas que le système est raciste. Mais pourquoi ça s'appelle le racisme systémique d'abord? Vous avez choisi ces deux mots-là. Faut que c'est à vous de les rendre cohérents, les mots. Sinon, changez l'expression. Exactement. Enlevez le mot systémique, enlevez le mot système, enlevez le mot racisme. Retournez à la table à dessin. Mais ça, c'est lourd de sens parce qu'en attendant, il y a une sorte de chantage dans l'espace public. C'est comme devenu plus hot de dire que ça existe que de dire que ça existe pas de chance, on va à la radio dire que ça n'existe pas, là, tu vas te faire envoyer des courriels de plein de gens qui vont dire que t'es raciste. Non, mais moi, je veux juste... comprendre. Cohérent. Juste, je suis exigeant un petit peu. J'aimerais ça que vous me définissiez c'est quoi exactement. Puis... Mais j'aime ce que tu as dit sur la solidarité, des fois, des luttes à travers les races. Tu dis, c'est pas tous le white man, tu as dit the white man. Moi, c'est pas tout là-dedans. Fait que c'est pas que... Non, est-ce que tu savais, que dans les années 50-60, il y a eu des études qui ont été faites sur les Canadiens français ici et qu'on a étudié leurs revenus, leur scolarité, leur espérance de vie. Et sur la scolarité, on s'est rendu compte qu'ils étaient moins scolarisés que les Noirs américains. Ça, c'est imprégné dans l'histoire du Québec. Moi, je sais que je viens d'un environnement tough. C'était pas le fun. Mes ancêtres, là, juste mon grand-père, pas mon arrière-grand-père. Mon grand-père, il en a mangé de la patate. Là. Puis juste de la patate. Là. Fait que c'est dur, des fois, pour... Puis je pense pas que tu fasses ça en passant. C'est zéro un reproche que je te fais. Mais c'est dur, des fois, d'entendre autant parler de racisme, autant parler d'injustice quand tu dis, merde, moi, ça fait juste une génération que c'est cool, là, mon affaire-là. Parce qu'en arrière, c'était pas le fun, Non. Mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui, peut-être qu'ils étaient peut-être des losers à l'école ou je sais pas trop quoi, puis qu'ils essaient de pouvoir s'approprier de quelque chose qui est trendy pour être des personnalités, puis qu'on les évite quelque part. C'est pour ça que, tu sais, quand des personnes ils utilisent les mots activistes, militants, ils disent, moi, je suis juste moi. Fait que moi, pas dans des groupes, moi, pas dans des clics. Tu sais, j'ai une mentalité très, on va dire, la plus que ça peut être plus politique, c'est panafricaine. Ça veut tout simplement dire la solidarité sur les causes de tout ce qu'on vit. C'est comme un Noir qui va vivre le racisme au Maroc ou aux États-Unis, tout ça, ben, on va poster, on va dire, yo, c'est pas acceptable en France. Fait que c'est pour moi. Moi, je vais pas tout simplement limiter mon frère ou ma sœur au niveau des frontières. Mais j'ai beaucoup de frères et sœurs d'autres communautés aussi, tu comprends? C'est pas à cause que t'es mon sang que ça veut dire que je vais te considérer comme ça. Ça va être différents paliers, tu comprends? Mais il y a beaucoup de personnes qui vont arriver puis vont essayer de d'instrumentaliser la cause puis vont essayer d'être vocales par rapport à ça. Puis pourquoi que moi, je trouve que peut-être de cacher le bobo de racisme systémique, c'est que c'est comme si on enfouit
certaines choses, comme par exemple, moi, j'avais fait un panneau sur... j'avais juste reçu un message d'une personne qui était comme au cégep, puis qu'elle avait eu des problèmes dans le domaine de la santé, pour une raison. Puis ensuite, disons, on va passer en entrevue. Ensuite, j'ai reçu peut-être 200 commentaires. Puis après, il y avait une chercheuse, Barbara Augustin, qui a dit, il faut que je fasse une étude sur les étudiants dans le domaine de santé dans les cégeps au Québec. Puis elle a commencé à faire des données, des témoignages. On a eu peut-être... Je pourrais te montrer le TikTok, là. Qu'est-ce qu'elle a réalisé? Ben, déjà, le TikTok, c'était comme, il y avait 175 000 views. Les commentaires de témoignages, de genre, OK, oui, le prof m'a juste fait couler comme ça. J'ai fait une révision de cours, boum, après juste 100%. Il y a plein de personnes qui se sont fait couler là-dedans. Maintenant, je suis comme, ah, là, on a comme... On découvre quelque chose. Il y a comme quelque chose qui se passe quand on a le terme. Parce que si on n'a pas d'études, on n'a pas une cause pour dire, voilà, il y a un système, il y a des données, il y a des choses. On ne peut pas dire, voici le racisme systémique. Mais moi, quand j'ai des dossiers sur le profilage racial, je dis, OK, bon, là, on a des données. Sur le domaine, je ne sais pas pourquoi, mais là, c'est à nous de se poser des questions. Pourquoi qu'il y a eu autant de témoignages? Pourquoi qu'il y a une chercheuse qui a dit, il faut que je m'assoie? Pourquoi qu'il y a des personnes qui sont venues dans mon panel pleurer pour dire que comme j'avais eu comme 40%, on avait tout étudié, puis eux, ils ont tout passé. Moi, j'ai pas passé, j'ai fait une révision de notes. Ils voulaient pas au début. J'ai fait ma révision de notes, j'ai eu 95. Dans ma tête, je dis, mais si tu n'avais pas eu ta révision de notes, tu aurais dit, OK, vague sur ça, t'aurais coulé. Là, on a une situation, puis ça, encore aujourd'hui, puis j'ai fait ce panneau-là, je pense, en 2021. C'est des personnes qui, c'est comme depuis back then, puis encore des jeunes. Fait que maintenant, ça, c'est encore une autre question au niveau scolaire, au niveau cégep. Pourquoi est-ce qu'on a une peur de dire, ah, tu sais, il faut qu'on essaie de voir que, tu sais, ceux qui vont vraiment dans le domaine hospitalier, on essaie de modérer un peu le visage de ceux qui vont nous servir. Est-ce qu'on a une crainte? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce qu'il y a le comité? J'avais été faire un meeting parce que c'était tellement viral, puis le monde taguait les cégeps. Puis j'avais été justement dans un cégep Montmorency, ils voulaient me rencontrer, j'ai parlé avec eux pour dire, votre nom est sorti, fait que je voulais juste savoir, ben, vous, est-ce que vous êtes au courant? Puis c'est comment, nous, on ne sait pas tout ça. OK, là, après, quelques d'autres. Mais c'est quoi, c'est des profs qui faisaient couler des étudiants noirs? Ouais, c'est comme s'ils pouvaient avoir peut-être 20 élèves, puis il va y avoir peut-être 12 élèves noirs qui vont couler, il y en a un qui va passer, puis toutes les autres, ils passent quasiment. Puis c'était comme... Mais ça n'avait pas rapport avec le fait qu'ils étaient moins bons, qu'ils avaient moins étudié? Non, mais c'est ça dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est... Parce que TikTok, c'est pas une façon de faire de la science. Non, c'est pas ça. C'est que moi, j'avais des gens dans ma... C'est comme je fais un panneau, puis il y avait des gens qui étaient là. Ils étaient là en train de parler. Fait que c'est pour ça qu'elle a dit, j'ai besoin de récolter tous ces témoignages. C'est exactement, parce qu'après, ça devient des commentaires, on ne sait pas si c'est vrai, tout ça. Puis après, c'est des personnes, c'est comment, mais tu sais, comme là, je suis dans le domaine, si je parle, est-ce que je vais avoir des représentants? Fait que là, il y a l'aspect peur. Tu sais, est-ce que je peux avoir une cagoule pour le faire? Puis elle est comme, mais tu sais, fait que c'est pour ça que dès que j'ai l'opportunité de ramener cette histoire-là, puis le monde, ils sont là en train de commenter, je suis comme, OK, mais donne-moi ton email. Parce que là, c'est à partir de là qu'on va pouvoir dire, ah, il y a un problème là qui se passe là, au Québec, là, au niveau des cégeps. Il y a quelque chose qui est pas clair, puis là, on va vraiment avoir une conversation collective parce que comme toi, qui va être là, qui va regarder ça pour dire, si on est capable de te prouver pour dire, hey, vous êtes en train de faire la bullshit, tu vas le premier à te lever pour dire, oh, ça, c'est injuste. Ah oui. Mais si on est capable de tout simplement arriver avec 2-3 témoignages puis dire, oh, vous êtes raciste, c'est là que ça devient moins crédible. Mais là, c'est une des fois que j'étais tellement impressionné par le nombre de personnes. Puis quand j'ai vu des gens que je connaissais, des personnes qui sont comme des chefs infirmières là, dans des gros hôpitaux, là, qui sont là à dire, ah ouais, moi, j'ai comme coulé, puis j'étais comme, mais impossible. Fait de révision de notes, pow. Pourquoi maintenant je suis là? Comme pourquoi il fallait que je me batte là-dedans pendant des mois, j'ai pleuré, tout ça. Mais la révision de notes, ils la faisaient avec leur nom et leur face, là, je veux dire. Oui, mais c'est comme si c'était compliqué, oh non. Parce que je sais pas trop c'est quoi qu'est-ce qui va te permettre de faire une révision de notes ou pas, là. Ah ouais. Mais vraiment, on dirait qu'il y en a qui devaient se battre pour vraiment dire, écoute, tu sais, puis je vais t'envoyer justement des extraits de témoignages de ces gens-là. Mais tu sais, à ce niveau-là, je dis, il y a quelque chose encore au niveau scolaire dans cette affaire-là, parce que dès que j'en parle, il y a trop de personnes qui s'expriment. C'est comme, non, soit vous êtes vraiment poche, soit vous êtes des menteurs, ou soit il y a quelque chose de caché qu'on n'est pas en train de parler. Il y a juste 3 choix. Il n'y en a pas 5, il y en a 3. Soit vous êtes poche, vous n'avez pas accepté, vous êtes poche. Soit que vraiment, vous êtes des mythos, puis vous voulez tout simplement, genre, blâmer. Ils veulent excuser leur propre échec en mettant ça sur le dos de quelque chose. Ouais. Ou il y a vraiment quelque chose qui se passe parce que
c'est beaucoup trop de personnes. Puis, tu sais, quand je vois les personnes dans mon entourage qui ont vécu ça, je fais, les personnes, c'est des bols, là. Je veux qu'on parle d'une nouvelle qui est arrivée la semaine dernière. Puis tu vas pouvoir le confirmer. Moi, je t'ai invité il y a quoi, 3 semaines à peu près? Ouais, Là? environ. Puis la semaine dernière, il y a eu un truc, c'est l'été. Fait que, tu sais, l'été, on est au mois d'août, là, en ce moment, là, quand on enregistre. L'été, tu sais, quand il arrive des trucs, des fois, Ça passe sur le radar, inaperçu. hein. Ben, en fait, des fois, ça passe inaperçu. Mhm. Mais des fois, comme il se passe rien, tout le monde parle d'une affaire parce que c'est la seule affaire qui se passe. Puis là, je Comme pense la que les- COVID avec George Floyd, c'est juste Ouais, pour ça que puis- ça a vu puis- ça. puis- Ça aurait été... Parce qu'il y a des cas plus pires que George Floyd après, là. Il y en a un autre, c'est un professeur. Il y avait juste une affaire intoxiquée, il avait appelé, puis il l'a abattu comme un chien Où ça? aux États-Unis. aux États-Unis. Puis personne n'a parlé de ça. Puis ce cas-là était comme 5 fois plus pire que George Floyd, mais personne n'en a parlé. Mais moi, ce que je voulais parler avec toi, c'est l'histoire de cette juge Mhm. qui a décidé de donner une peine moins sévère à un criminel, à quelqu'un qui n'a pas commis non plus le crime du siècle. On parle d'un trafiquant de hache là, Mhm. qui s'est retrouvé donc devant un tribunal et elle lui a donné une moins longue peine de prison. Et là, c'est pas une théorie du complot, là, c'est vraiment dans le jugement. Elle dit qu'elle tient compte du fait qu'il est noir, puis qu'il s'est déjà rendu en Nouvelle-Écosse, même s'il vient d'ici, et qu'il était allé dans des églises là-bas. Il a rencontré le récit de l'esclavage. Ensuite, c'est un enfant de mère monoparentale. Et là, évidemment, au Québec, le monde, je pense, honnêtement, de façon presque consensuelle, fait voyons. Mhm. Le voyons. Vraiment, on s'en va dessus là-dedans, vraiment. Et là, ce qui est grave, c'est que je vais rien t'apprendre. Comment ça fonctionne, la justice, c'est qu'il y a jurisprudence. Ça veut dire que ce cas-là va rester dans les tiroirs de la justice québécoise pendant des décennies. Ouais. Puis il y a des juges qui vont pouvoir faire « Ah, ben regarde, ça s'est déjà fait, donc moi aussi, je vais dans ce sens-là. » Donc, c'est ça qui est grave au-delà du cas unique qui est en question, c'est l'idée qu'on puisse reproduire ce cas-là. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Mais, tu sais, quand ils ont fait le jugement, tu sais, c'était basé sur quoi? Est-ce que vraiment ils ont dit, on va prendre en considération de qu'est-ce qu'il a expérimenté, qu'il a fait, tu sais, qu'il y a vraiment genre une suite logique là-dedans, ou c'est vraiment une raison dans le sens que, tu sais... Mais en fait, ça a toujours existé, le fait de prendre en compte le passé de quelqu'un. Là, ça a toujours existé. Mais là, ce qui est nouveau, au Québec, parce que ça s'est déjà fait au Canada, puis ça, c'est une autre différence entre le Québec et le Canada, là, à mon avis, mais là, c'est vraiment parce qu'on on tient compte de sa race, de son origine ethnique. Pour pouvoir le juger. Pour pouvoir le juger. Mais t'as entendu parler de cette histoire-là? Oui, j'ai vu. OK. J'ai regardé ça, puis j'essaie de comprendre plus c'est quoi qu'il a vraiment vécu quand il était au Nouvelle-Écosse. J'essaie de vraiment faire le lien entre ce qu'il a fait, puis le jugement pour que la juge dise, OK, tu sais quoi, déjà, la juge, est-ce que son ethnie, on le sait? Est-ce que c'est quelque chose que c'est une cause? Qu'elle est comme, tu sais quoi, Je pense que c'est une femme blanche, là, je pense. Mais donc, est-ce que tu trouves ça juste? Est-ce que ça te met mal à l'aise, ça? Tu sais, on parle depuis tantôt de... Non, parce que j'ai jamais entendu ça. J'avais jamais entendu ça. J'avais jamais entendu ça. Fait que c'est pour ça, dans ma tête, je suis comme, est-ce que vraiment on arrive avec cet extrême parce que on trouve qu'il y a quelque chose de logique là-dedans? Moi, quand j'ai vu ce cas-là, j'étais comme, OK, je vais juste voir si ça va se répéter pour voir que, ben là, écoute, il y a vraiment un lien spécifique qu'on voit, mais encore là, le post-traumatic slave syndrome, c'est encore quelque chose qu'il faut essayer de développer au niveau de comment quelqu'un se comporte à cause de son antécédent puis l'historique, justement, racial qu'il a vécu. Faire l'étude de quelqu'un qui est ici, quelqu'un aux États-Unis pour voir est-ce que la personne est un criminel, est-ce que il y a quelque chose qui fait en sorte que ben, là, une communauté réagit à cause qu'ils ont vécu ça pendant plein d'années. Lui, il a vécu une expérience en Nouvelle-Écosse ou qu'est-ce qu'il a vécu? Non, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que si c'était la 15e fois que ça arrivait, là, tu serais plus à l'aise de te positionner, mais là, tu as l'impression que c'est peut-être un cas unique. C'est un cas unique, fait que dans ma tête, je me suis dit, écoute, c'est peut-être l'ouverture. Mais ça me semble pas être un cas unique parce que moi, j'ai lu le jugement, puis je pense que c'est plus que la société a évolué. Puis évoluer, ça veut pas dire forcément s'améliorer. Hein. Évoluer, ça veut dire la société change. Et je pense qu'il y a des sensibilités qui changent. Parce que je regardais le cas de ce gars-là. Vraiment, c'est pas un crime super important. C'est du trafic d'hashish. Puis je pense que c'est un truc dans le genre, il était censé faire 3 ans, puis il va faire 2 ans. Là. C'est un truc de même. Là. C'est pas 10 ans à la place de 15 ans. C'est pas un meurtre. Bon. Et ils sont passés, puis c'est un enfant de mère monoparentale qui s'est rendu en Nouvelle-Écosse, même si il n'y a aucun ancêtre
esclave. Là. C'est que lui, il allait là, puis là, il allait dans les églises, puis il a découvert ça. Il s'est découvert une conscience comme ça. Et là, en revenant ici, il y a sans doute des très bons avocats, ce gars-là, là, parce que ces avocats ont décidé de prendre cette route-là dans la défense. Puis ça, la défense a remporté la cause. Moi, ce que je m'inquiète, en fait, c'est drôle, hein, parce que je parlais de ça avec des gens, puis ils me disaient tabarnak, c'est quoi encore cette affaire-là, ça va s'en aller où? Je dis, non, moi, pour de vrai, j'ai de la peine pour mes amis noirs. Parce que ils doivent se défendre de ça maintenant. Ils sont aux prises avec cette affaire-là. Tu sais, je te pose la question, puis je suis pas un psychiatre, là, mais t'es mal à l'aise là, quand même. Tu sais, je veux dire, je pense que tu aurais préféré que ça n'existe pas, là, cette nouvelle-là dans l'actualité. C'est que... T'as-tu encore de l'eau? Je peux te mettre de l'eau de ma bouteille. Ouais, depuis tantôt. T'es pas dédaigneux? Non. Tiens, vas-y. Merci. On fait du live. C'est que, tu sais, ce cas-là de... Tu sais, parce qu'il y a vraiment une étude qu'il faut faire justement sur le post-traumatic slave syndrome, puis de voir c'est quoi qui a fait en sorte pour peut-être l'avancement ou le recul d'une société ou d'une communauté. Lui, en fait, c'est de voir vraiment la connexion entre lui, qui est en Nouvelle-Écosse, puis qui a été faire le crime qu'il a fait. Si j'essaie de voir la connexion. Parce que s'il a juste gagné comme ça, ben, l'étude qu'on doit vraiment faire sur l'esclavage pour essayer de... C'est pas une étude qui va être pour culpabiliser une autre, c'est vraiment pour qu'on puisse se connaître plus, nous, pour voir est-ce que vraiment il y a un pattern qui fait en sorte que, ben, tu sais, quand on était petits, puis que nos parents nous corrigeaient, puis ils prenaient la ceinture, puis ils le faisaient d'une certaine façon, est-ce que c'est quelque chose qui s'était répété parce qu'ils ont vu, justement, genre, un maître d'esclaves qui a comme fait ça? Est-ce qu'on a essayé de faire une étude, je sais pas, sur la généalogie de cet individu-là pour dire... Tu sais, je sais pas c'est quoi l'étude qui a été faite pour que lui... OK, mais si c'est juste des bons avocats qui ont réussi à utiliser ça là-dessus, ben là, on va pouvoir ouvrir une autre boîte de Pandore. Mais encore là, est-ce que c'est tout le monde qu'on était en Nouvelle-Écosse aussi pour essayer de justifier quelque chose qu'on va faire? Fait que c'est pour ça que, tu sais, ça, comme tu as dit, peut-être qu'il y avait juste des bons avocats. Moi, personnellement, j'essaie de comprendre un peu la connexion. Ouais, non, je comprends. Mais tu veux pas te mouiller, regarde, c'est normal. C'est ça, j'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'il y a quelque chose de véridique dedans, ou peut-être c'est tout simplement quelque chose comme shit, vous avez des bons avocats parce que. Ben, en fait, c'est des bons avocats qui ont eu cette idée-là, mais ensuite, c'est un système qui a un système, tu vois, on parlait de système tantôt. Là, c'est le système de justice. Là. Ils ont tranché pour approuver ça aussi. Bien sûr que oui, ben, c'est ça. C'est des experts qui sont venus en cours, des psychologues, des travailleurs sociaux, puis finalement, une juge qui décide de faire ouais, OK, cool, ça marche. Puis... Est-ce que toi, tu penses que à cause de cette décision-là, beaucoup de personnes vont justifier leur crime à cause de ça? Ben, malheureusement, ça devient une option. Tu sais, là, une semaine plus tard, il y a eu un cas qui a été aussi médiatisé parce que ça a suscité un soulagement chez beaucoup de gens. Là, c'était un criminel noir qui, lui, a eu une peine normale. Fait que là, les gens ont dit, bon, ben, là, voyez-vous, le système n'est pas non plus complètement pourri, mais moi, j'aurais de la difficulté à mettre quoi que ce soit sur le dos de mes parents. J'aurais encore plus de difficulté à le mettre sur le dos de mes grands-parents. Puis là, plus je remonterais dans mon histoire, plus j'aurais de la... Alors, tu te dis, quelqu'un qui fait ça pour une expérience qu'il n'a pas vécue, que ses ancêtres n'ont pas vécue non plus, là, ça commence à entrer dans la catégorie de la bullshit. Là. Mais lui, quelle ethnie, lui? C'est un gars, je pense que c'est un Haïtien d'origine, parce que son nom était à connotation haïtienne. Mais, tu sais, une société qui veut avancer, c'est une société... Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais qui doit regarder en avant. Puis c'est facile à dire qu'en arrière, c'était cool. Là. Je suis assez d'accord avec toi. Là. Mais même quand en arrière, c'était pas le fun, on s'entend que si tu restes stické sur ce qui s'est passé en arrière, tu peux pas avancer. Tu peux pas avancer. Mais moi, c'est toujours le côté où, historiquement, qui s'est passé dans le passé, on essaie de pouvoir dire comme on va de l'avant, puis on avance en tant que communauté, en tant que société. Maintenant, comme je dis, au niveau génétique, au niveau corporel, au niveau psychologique, est-ce qu'il y a des choses qui ont comme été... Parce que, oui, il y a le côté physique, les traits de tes parents, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont dans d'autres générations qui sont beaucoup plus enfouies? Parce que, oui, on sait qu'il y a un 3% qu'on est capable de voir dans la génétique, un autre, c'est très du codage. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse, ou qu'est-ce qu'on ne sait pas, qui sont importants dans le corps des gens. Puis,
Qu'est-ce qui a toujours été particulier, tu sais, quand on parle de racisme, parce que là, tout le monde utilise le mot raciste. Là, après, le monde va dire il y a le racisme anti-blanc. D'autres personnes disent mais tu peux pas être raciste si t'es pas en position de racisme. Tu sais, est-ce qu'il y a vraiment eu un génocide genre, contre les Blancs? Est-ce qu'il y a une loi contre les Blancs? Tu sais, c'est comme un nouveau débat et je trouve que même ce débat-là, ça a sa place parce que d'autres personnes vont dire ah ben regarde, maintenant, c'est nous qu'on est victimes de racisme. C'est ridicule. Non, ayons ce débat-là parce qu'à la fin de la journée, ça va me donner une opportunité de t'éduquer. Toi, tu vas pouvoir m'éduquer là-dessus, puis ça va rassembler les gens à discuter. Mais moi, je vais toujours arriver dans le sens que, contrairement à tout ce qu'on peut parler, la discrimination, tout ça, c'est que pourquoi j'utilise le terme négrophobie, c'est que contrairement aux autres, c'est quelque chose qui a été créé dans l'espace-temps. Dans l'Antiquité, ça a été créé. Ça a été créé par un livre qui a influencé beaucoup d'autres livres. Parce que là, le monde, ils vont... tu sais, comme je dis, moi, je fais toujours la chronologie des choses. La négrophobie a été créée dans une époque où est-ce qu'il fallait avoir la réforme du judaïsme. Fait qu'à partir des Talmuds, il y a eu justement cette invention qui a ensuite influencé le christianisme, l'islam, les sociétés, les plus gros philosophes, poètes arabes, des livres, livre le code de Colbert, là, le code noir. Le code noir. Évoluer tout ça. Et c'est à partir des Talmuds qu'ils ont littéralement arrivé avec la conception que un noir était une malédiction venant du récit ou du mythe de Noé. C'est là que, historiquement, qu'on est capable de voir qu'il y a une philosophie, une conception sur la peau noire. À partir de là, ben, ça a été représenté dans dans l'art italien où on mettait le démon, le diable était noir et tout. Fait qu'il y avait toujours cette obsession. Puis ensuite, il y a eu un grand poète arabe, j'ai oublié c'est quoi son nom, c'est un des plus grands. Puis arrivé avec ça, donc il y a des sociétés, des familles qui ont commencé avec ça. C'est revenu dans la religion, c'est devenu dans les sociétés, c'est devenu culturel. Fait que, contrairement à ce que les gens disent, c'est que la négrophobie a été inventée et ça a été installé dans beaucoup de sociétés jusqu'à aujourd'hui, de près ou de loin. Comment l'esclavage a pu se faire aussi facilement aussi en Afrique aussi. C'est que c'était comme, oh non, mais c'est correct qu'on peut les mettre en esclavage aussi. Oui, il y a eu l'esclavage des trains africains, mais c'était pas un système. C'est comme quand il y a des guerres, ben, tu as des esclaves. C'était pas un commerce qui était basé sur la race, mais jusqu'à aujourd'hui, on écope encore de cette invention-là qui fait en sorte que tu vas aller dans des familles puis que tu sois noir, mais tu n'es pas bien perçu. Dans certaines familles. Non, mais pour dire, dans certaines familles, que ce soit même, on va dire, sur la communauté asiatique, si tu es un Asiatique trop foncé, j'ai des amis vietnamiens, cambodgiens qui vont pouvoir le dire, des familles brésiliennes, c'est toujours ça. Fait que c'est comme quelque chose de mondial, comme la peau noire. C'est d'où c'est parti, cette perception-là, la peau noire? Je peux pas dire pour les autres ethnies si c'est vraiment OK à cause d'un combat qui était historique à une certaine époque, mais pour les Noirs, moi, je reste sur ma théorie que c'est à partir de ça. Ça remonte à loin, donc. Ça remonte à loin, qui fait en sorte que ça a évolué, puis que là, après, ben, tu as des sociétés qui sont fondées par lui, par ce chef impérial, puis ce prêtre, mais ils sont tous commencés avec la même source, parce que le Talmud, ensuite, ça a influencé justement ben, le catholicisme, l'islam. Fait qu'à partir des sociétés, ils ont été fondés sur quoi? Là, qu'on veut parler d'un système fondé sur un livre avec une affaire raciste, là, on peut parler d'un système. Là, on arrive avec des trucs parce que je dis, tu sais, ben, ce livre-là, il existe encore, là. Ouais. Après, tu sais, système. Écoute-moi là-dessus, je te dis, là, il va vraiment falloir que vous me trouviez un expert de cette question-là. Puis je vous dis, je suis ouvert d'esprit pour changer d'avis sur la question du racisme systémique, mais il faut juste me prouver qu'il y a au Québec, hein, parce qu'après, États-Unis, Brésil, Cambodge, là, ça, je me prononce pas, puis je leur laisse le soin de composer avec leurs propres problèmes. Hey, on baisse un peu d'altitude. Puis on essaie de parler d'un sujet quand même plus positif, le rap au Québec. Ouais. Rap politique,
vous donnez la parole à des rappers, Ouais. à des gens dans le milieu du rap. Ça peut être, vous avez déjà reçu des gérants d'artistes aussi. Toutes sortes de gens qui gravitent. Vous avez reçu Marie-Louise Arsenault il n'y a pas Oui, longtemps. c'est super cool avec elle. Légendaire, cet épisode-là. Elle est juste naturelle. Comment ça s'est passé au début? C'est eux qui nous avaient invités à l'émission, Ok. à leur émission. Vous étiez allé? On avait été. De la même émission, il y avait Dan Bigra qui était là. C'était super cool. Puis après, on l'a dit, mais tu sais, la même façon que tu l'as reçu, ben, tu sais, tu peux être dans notre univers aussi. Puis Elle a joué le jeu, hein? Ouais, vraiment, ouais, là. d'accord. Est-ce que, tu sais, on peut fumer du weed? Puis toi, dire, regarde, j'ai eu une jeunesse aussi, là, tu sais. Mais Fait ouais. que là, était cool. Le monde a vraiment aimé l'entrevue aussi parce que, tu sais, les gens de la politique, tu sais, sont très disrespectful, là. Tu sais, dis-toi, je passe pas le test ni Cyrano, là. Des fois, ils sont dans notre cas, tu sais. Fait que c'est quand même un tough crowd, là, tu sais. J'ai remarqué quand même dans les commentaires, là, c'est... Ouais, ils sont rough, là, tu sais. Fait que c'est comme monsieur, madame, tout le monde qui est là, puis qui. Pourquoi? Mais parce que c'est ça, un peu. Comment je pourrais dire? C'est un peu comme le sport. Tu sais, Ok. rap is a sport, c'est un peu ça. Ok. Tu vois, vous vraiment, LeBron James, il y a un bit. Tu sais, LeBron James, c'est le GOAT, mais ils vont arriver, puis. Une mauvaise partie, puis ça passe à vos cash. Ouais, là. c'est comme, OK, LeBron, un petit, le pleurnichard. Fait que c'est un peu ça, un peu la communauté rap politique. Je sais pas si la communauté hip-hop en général, mais rap politique, on a vraiment des personnes qui vont arriver avec l'esprit critique. Puis nous, ça nous dérange pas parce que c'est ça qui fait l'authenticité. C'est comme, tu sais, sois pas fâché parce qu'ils t'ont insulté. Moi, ils vont m'insulter, ça fait 6 ans, puis j'ai compris que ça fait partie du jeu. C'est pas méchant, là. C'est comme, tu sais, c'est ça qui les stimule aussi de pouvoir avoir un média qui parle de rap. Parce qu'avant, c'était beaucoup des médias qui étaient comme, ah, tu sais, je peux pas être en bif avec lui parce que, tu sais, je vais pouvoir passer en entrevue, genre, cet artiste-là. Nous, c'est comme, tu sais, on a dit notre avis, si t'es pas content, c'est correct, tu sais, Puis la relation du système médiatique québécois, puis là, j'entends les radios, les commerciales, la télé, les talk shows, avec le rap, Ouais. elle ressemble à quoi? Parce que, tu sais, il y a beaucoup Fouki, Loud. Ben, Loud donne pas beaucoup d'entrevues. Mais tu sais, Fouki, Soulja, il va y avoir À la Claire Ensemble. Ouais. Tu sais, un rap qui est plus, comment dire, plus, pas enfantin, mais un rap qui est plus, moins street, moins gangster. Tu sais, un rap qui est plus commercial, plus comestible. Hein, bon. Il faut qu'ils trouvent différents mots. Non, mais je cherche le bon mot, en fait. Honnêtement, j'aurais peut-être dû mieux me préparer, mais c'est de la musique que j'écoute en passant. Ouais, ouais. C'est même pas un reproche que je leur fais, mais cette musique-là, tu sais, qui est moins dans l'univers criminalisé, quoique Soulja, quand même, a déjà Ouais. touché pas mal à cette thématique-là, ça passe beaucoup. On va Ouais. recevoir ces rappeurs-là à des émissions. Tout le monde en parle. Ouais. Et là, il y a les autres. Après, Impa, c'était là, tout le monde en parle, je pense, je me rappelle. Il avait joué, il avait chanté un peu au début, mais je pense pas qu'il lui avait donné. Oui, il lui avait donné une entrevue, mais les rappeurs qui ont une histoire plus criminalisée, eux, est-ce qu'on est rendu ailleurs, puis est-ce qu'on leur donne plus la parole, ou est-ce que c'est encore juste à des gars comme toi, puis Cyrano, de leur donner la tribune, parce que sinon, ils peuvent pas vraiment Ben, raconter leur vie. c'est que, tu sais, encore là, tu sais, des fois, les personnes sont comme, ouais, mais tu sais, des fois, on parle trop de race. Mais des fois, on peut pas contourner ça parce que, tu sais, il y a un rappeur qui va des fois rapper, mais juste à cause qu'on est capable de s'identifier à qui ce qu'il ressemble, ça va déjà passer plus. Parce que Soulja, il a fait des beats, c'était rough, là. Ben oui. Tu sais. Puis on va pas aussi se cacher que Soulja, tu sais, a eu beaucoup aussi de complications au début parce que le monde va mettre son passé, son entourage. Fait que, tu sais, il y a eu quand même certaines complications aussi pour qu'il puisse être de mainstream Soulja aujourd'hui. Sauf que quelqu'un avec le même parcours que lui, est-ce qu'il aurait réussi à arriver à ce niveau-là? Je le sais pas. J'ai pas la réponse. Mais tu comprends ma question? C'est que moi, je me rappelle dans les années 90, là, le rap, il y avait NWA, il y avait le gangster rap. Puis là, on s'était dit, ouh, tu sais, c'est pas Grandmaster Flash, là, quand Non, même. non. Là, tu sais, c'est plus thug. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on leur donne des entrevues? Puis là, moi, je trouvais ça dommage parce que c'était quand même la musique la plus écoutée par les jeunes. Puis là, aujourd'hui, on dirait que je remarque que la relation au Québec à ces artistes-là est à peu près la même. Tu sais, c'est qui les artistes les plus écoutés dans les voitures? C'est Enima. C'est Nima, Euh, c'est Ratch, ça va être Zinera, c'est tout. Ben encore là, on va parler avec l'aspect. Bon, genre, Enima, c'est de sa faute s'il donne pas d'entrevue. Là. Il est parti. Mais je il est veux dire, parti, tu sais. bon. Non, mais je pourrais dire, aux États-Unis, tu avais quand même genre le label ou le juif qui avait de l'argent qui allait miser. Tandis qu'ici, ben, tu sais, c'est comme les personnes qui sont en position, on va pas prendre ce risque-là de dire, c'est quoi, moi, je vais prendre là, ces gars-là, puis tu sais, moi, je vais aller les signer, puis moi, je vais mettre dedans, je vais essayer de les produire. Fait qu'à la fin de la journée, ils restent street. Mais pourquoi ça joue pas à la radio, cette musique-là? Est-ce qu'il y a encore un regard un peu
hautain des radios commerciales, des Ah télés oui, commerciales. Ouais. il y a pas... Parce que ça joue sur Spotify, ça joue dans les voitures. Là. Ouais, non, mais c'est vraiment plus le côté où est-ce qu'on veut plaire à le profil de qui consomme la radio en général. Fait qu'il faut avoir comme le rap plus mélodieux, le emo, le cloud rap, tu comprends? Fait que ça va être beaucoup le rap de guitare. Tu vas avoir plus du J. Scott, tu vas avoir du Fouki, il va avoir Claude Bégin. C'est beaucoup plus ça qu'on veut pour dire que t'as passé à la radio parce que c'est comme, you know what, t'es la tante de 50 ans, mettons, elle va écouter ça, puis elle va pas se plaindre. Mais parce que des fois, quand il va y avoir comme trop de rap, ils vont appeler, là, hey, là, il y a trop de rap, puis ils vont avoir des plaintes là-dedans. Fait qu'ils veulent aussi. Fait que c'est musical, c'est pas parce que je suis content que tu me dises ça, parce que honnêtement, j'ai déjà eu souvent cette discussion-là avec des gens qui sont issus de l'immigration, puis l'explication c'était, ben, c'est parce que c'est des immigrants. Puis tu dis, mais attends, Karim Ouellet, là, avant qu'il meure, là, sa musique, elle jouait beaucoup. Là. Ben, c'est parce que c'était mélodique, c'était un truc qui pogne à la radio. Ouais, exact. Puis il parlait pas, il sacrait pas, il parlait pas de trafic de stupéfiants. C'est ces thématiques-là, en fait, qu'elles soient défendues par des Blancs ou des Arabes d'origine ou des Haïtiens d'origine, c'est ça, en fait, qui pose un problème. Ouais, ben c'est ce type de son-là. Mais maintenant, est-ce qu'on est obligé de faire ce type de son-là logiquement pour passer à la radio? Ben, tu sais, on s'entend que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, les jeunes, de toutes les communautés, tu sais, ils écoutent beaucoup le rap américain, là, le hardcore rap, là, tu sais, leur Playboy Cardi, leur Young Thug, c'est ça qu'ils écoutent, là, tu sais, c'est comme... Là, le visage de la radio ne reflète pas le visage des Québécois, de qu'est-ce qu'ils aiment. Tu vas voir Oshiaga ou quand il y avait Métro, mais tu vois, dans la foule, là, c'est pas les gars du hood, là. C'est vraiment celle qui habite avec ses parents à Saint-Constant qui va aller voir son show de rap et va écouter son Snoop Dogg. Puis c'est ça, mais on essaie encore de dire, tu sais quoi, on va se séparer là, mais c'est ça qui pénalise un peu le côté des prochaines superstars au Québec. Parce qu'on sait au Québec, pour que tu puisses devenir une superstar, il faut que tu bouges. On l'a vécu, là. Que ce soit A-Track, Camaro, K-Tranada, que ce soit... Il y en a plein, c'est ça. Charlotte Cardin, tu comprends? Il faut, et c'est pas normal, parce que je me dis, mais Canada fait partie des pays où on a genre les Sony Canada, les Universal Canada. On a beaucoup de subventions pour pouvoir supporter justement les artistes. On a au Québec seulement le nombre de festivals qu'on a, c'est à n'en plus finir. Fait qu'on a tous les éléments, mais encore là, on pénalise nos artistes pour qu'ils puissent créer un autre game plan pour aller quelque part pour que tu fasses. Les artistes du UK pètent au UK, les artistes au States pètent aux States. Les artistes en France, c'est le rap français. Ouais. Ici, c'est comme si tu as le rap comme pour les régions. Ensuite, ben, tu as le rap anglophone de Montréal. Ensuite, tu as le rap francophone. Fait que tu es comme si tu as 3 marchés qui représentent tout un marché trop petit. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que quand le monde dit rap québécois, c'est quoi tu veux dire rap québécois? Parce que tu vas demander à les anglos là, de NDG ou de La Salle ou Are you doing rap keb? What? Ouais, non, c'est sûr que je pense que quand on dit rap keb, on parle jamais de ces artistes-là. Je pense qu'on parle vraiment de ces rappeurs de 514, de ces artistes qui, même des fois, ont essayé, je pense, à l'ordre d'avoir un succès en France, puis ça n'a pas tant fonctionné. Il va continuer d'aller faire une salle une fois de temps en temps, mais c'est ici son succès, puis c'est ici son marché. Puis c'est difficile pour eux de pogner aux États-Unis s'ils rappent en français, là, parce que les Américains, ils vont pas commencer à écouter Loud parce qu'il y a un mot sur deux qui est en anglais. Là. Mais c'est que Loud... 2 mots sur 2 pour... Parce que l'affaire, c'est que Loud... Tu sais, quand j'ai vu justement qu'il a fait sa tentative de pouvoir percer en France, c'est que là, on n'a pas eu de validation de gens là-bas. Puis la France, pas comme aux States. Aux States, je peux arriver pour dire, OK, il y a une soirée network. Je dis, OK, comme est-ce que vous avez l'argent? On prend une bouteille là, on prend un VIP, puis on va connect. À un moment donné, c'est comme, where you from? Boom, boom. En France, c'est l'énergie. Lui, t'as validé, OK, viens, rentre. Puis c'est ce côté-là. Et il faut que tu sois sur le terrain. Il faut que tu sois là, il faut que tu viennes 1 fois, 2 fois, tu chilles avec un tel bas. C'est ça l'avantage d'Enima qui a eu un featuring avec Rimka, avec RK, avec PLK. Tu sais, comme, parce qu'il est là. Il est autour des gars, tu sais. Tandis que là, tu peux pas juste faire un album avec des featuring puis penser que tu vas arriver au bord. Ça ne marche pas comme ça. Tu sais, c'est des quartiers, c'est des arrondissements, c'est qui tu connais. Boum, OK, bon, t'as vu. Bon, OK, là, c'est bon. Fait que, tu sais, quand il a fait son show là-bas, tu sais, c'est un peu peut-être monsieur, madame, tout le monde, des gens de l'industrie. Fait que c'est pas ça qui fait en sorte que tu vas développer un marché. Puis ça, c'est un message à tous les rappeurs qui sont ici. Tu sais, d'essayer de voir un peu avec la calque ou un peu avec le Conseil des arts du Canada, voir ce qui est comme tu peux débloquer peut-être un 5 000, un 10 000, va dans un studio là-bas,
puis connecte avec les gens. Va dans un café, écoute ce que les gens ils font. Comme, regarde la clique qui sont là, puis écoute le beat qu'ils sont en train de band. Tu es comme, OK, prends des notes. Quand tu vas avoir le studio, dis, OK, tu sais quoi, j'ai un beatmaker là, tu as travaillé avec un tel, j'ai 3000 $, je veux un son là-dedans, puis je veux qu'après, tu me dises vraiment ce que tu as kiffé, ce que j'ai fait. Tu dis, OK, ça, on dit pas ça ici chez nous, hein. Bon, adapte-toi, boum, après. Mais il y a comme cette arrogance-là que tu as 3 millions ici, puis tu penses que tu es arrivé de l'autre bord. Il y a plein de personnes en France qui ont des 3 millions, des 2 millions. Ils sont déjà en compétition pour être le prochain Nino, le prochain Niska. Toi, tu arrives de l'autre bord, puis tu penses que c'est ça. Frérot, il y en a plein des comme toi. Il y a un artiste qui a essayé de faire ça à l'autre bord. Il y a une claque qui dans sa face. Je me dis, shit, je pensais qu'ils allaient péter. Puis je me dis, mais frérot, il y en a trop des comme toi. Tu sonnes comme les autres, là. C'est pour ça que Roger, il se démarque, parce que Roger, il est dans une certaine niche, il rappe à sa façon, il est cool, la prod, il est toujours l'autre bord. Roger, là... Mais en fait, le truc, c'est de pas arriver là-bas puis de s'adapter, c'est d'arriver là-bas puis d'imposer son style. Ils adorent. Mais tu sais quoi, qu'est-ce que t'as encore plus? C'est la seule façon. Moi, je me rappelle Roy Enoch. Roy Enoch. Je veux dire, Roy Enoch, on peut rire, mais Roy Enoch, il est allé sur des talk shows, puis Roy Enoch, les Français se rappellent de lui. Rive-Sud, les gens, ils sont là-bas en train de représenter Rive-Sud, ils ne savent même pas si où la Rive-Sud ici. Il a littéralement été avec son personnage, avec son langage, et de dire, oui, moi, le français de Queens, je l'ai mis à ma façon, Rive-Sud, longue. Fait que la façon, ils nous représentent, mais eux, ils ont kiffé ce truc-là. Puis qu'est-ce qui est particulier, c'est que les Français respectent qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Puis ici, ils aiment beaucoup notre rap anglais. C'est ça qui est dérangeant. Parce qu'il y a des rappeurs qui sont ici, qui rappent comme des artistes américains, tandis qu'eux, ils ne sont pas capables de faire 2 phrases en anglais. Ils vont dire, ah, ben ça, c'était du lourd, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas capables de faire. Si tu arrives, tu fais comme du rap comme eux, ils vont dire, écoute, regarde, on en a déjà plein. Comme, c'est quoi que vous allez faire? Puis moi, j'ai toujours cru que, tu sais, avec le côté multiculturel qu'on a, mélange. Parce que quand tu regardes, par exemple, les plus gros hits québécois, quand on regarde dans les dernières années, il y a eu Sous le pleureur avec Domatic puis Barnève, c'était en anglais, en français. Femme Like You, c'est en français avec de l'anglais. La vie Tineg avec Mosaïne, c'est du créole avec du français. L'étage souterrain, c'est du créole. Rain Man, Pas Chilling. Notre force pour dire aux gens, c'est qu'on est des francophones, mais on est capable de t'amener d'autres langues. Copilote, tout récemment, avec J. Scott puis Fouki, c'était très anglais, très français, effectivement. Quand tu écoutes Dead Obies, c'est ça. Ils ont créé un langage. Ça, c'est... Si on veut compétitionner avec tous les pays dans le monde, quand le Québec va comprendre que, tu sais quoi, jouez, amusez-vous avec ce que tu... Tout le monde a un ami dans une clique, là. Ils ont un ami arabe, puis tout le monde parle de la même façon. Tout le monde, l'autre, c'est Wallah, l'autre, c'est comme, ah, tabarnak. Tout le monde s'est échangé leur truc pour dire, tu sais quoi, voici un peu comment on vit, mais à la scène internationale, il faut arriver puis exploiter ça, puis je te promets que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va nous démarquer, parce que le monde va dire, ben, c'est quoi tu fais de différent? Si t'es un anglophone, tu vas aller aux States, mais tu sais, comme on en a plein, si t'es un français, puis tu vas essayer de parler, puis rapper comme ça, tu vas pas être démarqué. Mais si t'arrives, tu commences ton truc, tu dis 2, 3 mots, boum, 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 tu reviens avec ton verse en français, le monde dit, yo, comment t'as fait ça? Et on parle comme ça, on vit comme ça, on est imbibé de ça. Je te promets que là, on va commencer à avoir comme des artistes qui sont ici, qui vont être dans les top charts, qui vont être validés par des gens. Mais là, en ce moment, malheureusement, ça le fait pas. Merci, Kéké. Merci de faire rayonner la musique rap, puis un bon exemple d'invité. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de les avoir, mais Dead Obies, de réunir les gars, ça, c'est un gros projet. Il y a plein de gens qui se demandent ce qu'ils sont devenus. Là. On a pris chacun des membres, mais c'est vraiment quand Yes Mekan est parti, parce qu'il y avait eu le succès de Fugueuse. Ouais. Puis à partir de là, même lui, il s'est plaint. Puis ça, je ne sais pas pourquoi que les producteurs au Québec n'ont pas décidé de faire de Yes Mekan le vilain dans les prochaines affaires, parce qu'il a bien incarné le côté vilain. Ils ont tué, pour moi, Fugueuse, parce qu'ils ont essayé de faire le côté trop sensible par rapport au proxénétisme. Puis ce live, j'ai comme, écoute, regarde, on est au Québec, ça se passe beaucoup. Là, vous avez eu un succès avec la première saison parce que vous avez touché une corde sensible, des personnes qui sont comme dans la DPJ, les jeunes, les gars de suite, des personnes qui ne connaissaient pas ça. Ils ont détruit la série avec quelque chose de par rapport. Ils ont tué le personnage de Yes Mekan. Et que lui, après... Il est plus capable de faire rien. J'ai vu son vidéo l'autre jour, il dit « J'ai jamais même reçu une invitation pour une audition. » Ça fait pas de sens. Mais c'est bizarre. Parce qu'ils n'étaient pas capables d'aller au-delà du personnage, au lieu de dire « Ouais, mais tu sais, comme tu as un potentiel d'acting sans avoir fait ça. » Mais
prenez des rappeurs, ils sont déjà des personnages. Ouais. Comme, tu veux, Snoop Dogg, LL Cool J, Ludacris, c'est tous des stars aux États-Unis. Nous, on a des gens qui mettaient Soulja dans un film. Vous perdez votre temps, là. Vous voulez avoir de box-office? Le gars est suivi par 1 million, 2 millions de personnes. Prenez-le. Dites, tu sais quoi, là, j'ai un rôle, puis yo, j'ai besoin juste que tu puisses, genre, comme être le gars qui fait ça, puis boum. Mais on a encore ce côté-là très... je sais pas, c'est comme... On a une mentalité, des fois, j'arrive pas à comprendre. Je pense que c'était le frère à Denis Villeneuve, lui aussi. Je pense qu'il est le réalisateur aussi. Puis, il y avait un film avec Anthony Hopkins puis une autre actrice de France. Il avait littéralement accepté, il avait son script, tout ça. Il a essayé de se faire financer ici. Puis on dit, ah non, comme ça nous intéresse vraiment pas. Là. Puis lui, il sait qu'il y avait un box-office. Il y avait littéralement... Tu sais, c'est comme s'il y aurait eu genre Catherine Deneuve puis Anthony Hopkins. Refusé. Puis il a dit, après ça, il a dit, yo, je voulais soit me tirer une balle dans la tête ou déménager. C'est à n'y rien comprendre. Comme Eugénie Bouchard qui prend sa retraite, toi, je sais que ça t'a vraiment mis vraiment Eugénie triste. Bouchard, c'est la personne la plus surmédiatisée. J'ai jamais vu ça. La fille, elle a jamais gagné depuis 2014. Elle fait des selfies. Elle est là, puis je parle pas français, tout ça. C'est comme, écoute, regarde, genre. Puis elle est toujours, tu ouvres ton application, les sœurs Bouchard, c'est ça. Mais je dis, mais pourquoi vous êtes en train d'overhype quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose de qualité, ça fait longtemps? Tu comprends? Overhype, là, c'est comme... Arrêtez, là. On veut avoir de l'excellence québécoise ici qui sort. Puis on est en train de supporter ça, là. Kéké est colérique. Hey, merci, Kéké. Merci à vous d'avoir été là. Écoutez, si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous, commentez, partagez, bouche à oreille. Il y a 2 options pour s'abonner et visionner les épisodes d'avance. Il y a Patreon, le lien est dans la description. Ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance et à du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, il y a YouTube. L'abonnement, vous descendez, rejoindre, vous pesez là-dessus. C'est les mêmes privilèges qui vous attendent. À mardi prochain.